Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir, bienvenue à 237 Story. Il est exactement 20h28 Cameroun et c'est un réel plaisir de vous retrouver pour le 8e épisode de cette saison 4. L'actualité de ce mois de juin nous frappe de plein fouet et nous interroge sur notre vivre ensemble, sur notre rapport à la justice et sur les grandes manœuvres politiques ici et ailleurs. Mais ce soir, l'émission a une saveur toute particulière. Les lignes sont ouvertes, le micro vous appartient, mesdames et messieurs. Nous voulons donc vous entendre car votre voix compte autant que c'est nos experts qui sont là. Parce que vous le savez, 237 Stories, c'est une émission qui dure donc depuis un peu plus de 4 ans. Et pour cet autre épisode, on a un menu tout alléché. Société et justice de à nouveau frappé à l'ouest du Cameroun. 2 jeunes ont été brûlés vifs à Baloum, victimes d'une justice populaire expéditive, mandat d'amener contre le chef du groupement, arrestation. La tension est maximale et face à la défaillance perçue des institutions, la barbarie. Donc, la barbarie est devenue la seule réponse des populations. C'est la question que l'on se pose. Où s'arrête la colère et où commence l'anarchie? Vivre ensemble encore, c'est le mal invisible qui ronge dans notre tissu social entre petites phrases, assassine sur les réseaux sociaux et repli identitaire lors des débats politiques. Les Camerounais sont-ils fondamentalement tribalistes? Comment sortir de ce piège du clivage ethnique avant qu'il ne soit trop tard? Voilà la deuxième grande orientation de notre débat de ce soir. On parle aussi de politique nationale, coup de tonnerre sur l'échiquier politique. L'ancien ministre Issa Tiroma est candidat à la présidentielle, fait parler de lui jusqu'en Europe en portant plainte à Paris contre plusieurs personnalités camerounaises pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Pourquoi ce besoin d'internationaliser nos querelles politiques que cache réellement cette contre-offensive judiciaire? On se pose la question et vous avez le micro ouvert. Enfin, on parle de politique en Afrique et d'actualité. On tourne le regard vers nos voisins guinéens à Malabo, c'est en Guinée équatoriale. Théodore Obiangema a poussé l'ensemble de son gouvernement à la démission collective pour résultat insuffisant. Est-ce une véritable leçon de redevabilité ou une simple mise en scène? Ce modèle de sanction des ministres inefficaces devrait-il être élargi à d'autres pays d'Afrique centrale? C'est la grande question que l'on se pose et ce soir à l'antenne, eh bien, on a nos consultants que vous connaissez déjà. C'est Pierrot avec son franc-parler légendaire. Il y a Chicharito et son œil aiguisé. On parle aussi avec un militant du MS et ce soir, c'est Kémoum, représentant du MRC, mais aussi avec vous, mesdames et messieurs, qui avez accepté l'échange. Et j'ai envie de dire d'abord bonsoir à tous ceux-là qui sont connectés. Bonsoir aussi à ceux qui nous rejoindront en cours de route et je vais poser sans doute la première question d'abord à Sipiro. Bien sûr, mesdames et messieurs, ceux qui sont déjà connectés, si vous avez une question, une réaction, n'hésitez pas à lever le doigt. Comme je l'ai dit, je ne lirai que vos noms qui sont sur vos profils Zoom. Alors, Sipiro, peut-être la première question pour toi, la première question qui est sans doute liée à ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, surtout du côté du Cameroun. On parle de 2 jeunes qui ont été brûlés vifs du côté de Baloum. Et cette question que j'ai envie de te poser tout naturellement, comment est-ce qu'on en est arrivé là au Cameroun en l'an 2026, CPO? Bonsoir CWK, bonsoir à tous mes copanélistes et à tous nos auditeurs. Ok, bonsoir à tous. Comme je disais d'entrée de jeu, je vais commencer par présenter mes condoléances à la famille, aux 2 familles qui ont perdu leurs enfants. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, il était question de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé. C'est malheureux qu'aujourd'hui, en 2026, ce soit les populations qui ait encore le réflexe de se faire justice. Et je pense que c'est une défaillance de nos institutions. Loin de là du fait qu'il y ait eu des crimes, c'est parce que quelque part aussi les populations camerounaises sont en train de perdre confiance en la justice, en ce qui faisait justice avant. Donc, ils essaient de se faire justice eux-mêmes, même si ce n'est pas ce que l'on souhaite dans ce cas. Mais s'il ne faut pas de différence institutionnelle, c'est dans ce cas-là. La justice ne rassure plus, la justice ne juge plus, elle ne rend plus de jugement juste et équitable. Donc, les populations, dans certains cas, à force d'être exténuées par peut-être des cas de vol, d'agression et autres, elles décident de se faire justice elles-mêmes. Elles ne veulent plus voir les personnes qui les ont agressées, volées, revenir le lendemain, souvent les narguer dans les quartiers. Pour le cas présent, nous allons attendre
les conclusions du juge parce que le chef en question a été arrêté et nous en saurons plus. Mais je pense que c'est l'une des motivations. Donc aussi le chef Baloum et ses populations ont décidé du sort de ces deux jeunes garçons. Non, alors, c'est pire aussi, si on s'en tient à ce que tu dis. Est-ce que, déjà, c'est vrai que l'équipe de 137 Stories souhaite tout naturellement beaucoup de réconfort à la famille aux différentes familles qui sont éprouvées, mais pour revenir au vif du sujet et pour s'en tenir à ce que tu dis jusqu'ici, est-ce que quelque part, le chef, pour le moment, parce qu'on sait il a arrêté pour des besoins d'enquête, est-ce que jusqu'ici, on peut déjà incriminer une personne? Oui, nous pouvons déjà incriminer une personne, c'est le chef, parce que lorsqu'on est, la vidéo circule, elle est virale sur les réseaux sociaux, on l'entend. Il fait un interrogatoire face au jeune, il dit faut paix à son âme. Il lui pose des questions et on l'entend dire fais tes dernières prières. C'est qu'une dernière prière, c'est pour quitter ce monde. Et si le jeune est mort juste après, ces paroles-là sont extrêmement graves. C'est vrai que dans notre société traditionnelle et même dans notre droit camerounais, il y a un droit traditionnel il y a un droit public. On peut aller vers deux, mais le chef n'a pas cette autorité-là de condamner un homme à une quelconque peine. Moi, je pense que dans notre société traditionnelle d'avant, il y avait des condamnations. On peut vous chasser du village complètement, vous condamner à des travaux, mais aller jusqu'à atteindre à la vie d'un Camerounais, d'un jeune Camerounais. Moi, je pense que on ne sait pas encore si le vol dont il est accusé est effectif, mais ce chef n'aurait jamais dû chez ce garçon. Il aurait pu appeler la gendarmerie qui aurait pris le relais, mais pas aller jusqu'à dire à ce jeune garçon, fais tes prières. Et après, on voit que le jeune n'est plus là. Fais ta dernière prière, puis il n'est plus là. Donc ce chef, moi, je l'incrimine juste sur la base de ses propos. Quand on vous dit fais tes dernières prières, c'est pour te dire tu vas passer de vie à trépas. Et c'est malheureux. Mhm. C'est une situation malheureuse aussi que sans doute une des personnes qui est connectée, Ismaël Jonan, a sans doute vécu aussi. Alors, Ismaël, je vais vous passer la parole également. Est-ce que quelque part, quand vous avez vu la vidéo ou bien vous avez été au courant de cette information, quelle a été votre première réaction? Déjà, bonsoir à tout le panel. Bonsoir à toi, WK. Alors, avant de répondre à ta question, je voudrais également adresser mes sincères condoléances aux familles par rapport à cette perte qui nous touche vraiment, parce que nul ne saurait être sensible à ce que nous avons vu dans nos propositions. Alors, en ce qui me concerne, par rapport à la vidéo que j'ai eu à observer, vraiment, j'étais très choqué. Déjà, j'ai pas pu suivre toute la vidéo jusqu'à la fin parce que ça fait très mal de voir que nous avons au jour d'aujourd'hui. Vous savez comment nous sommes, la partie de l'Ouest Cameroun aime bien euh, a encore ses valeurs conservatrices concernant les chefs. Mais cela n'implique pas forcément, comme Exactement. l'a dit Monsieur Sepiro, C'est pire. oui, cela ne donne pas ce droit à cette autorité traditionnelle de pouvoir décider de la vie. Encore quand on sait comment c'est pas assez facile déjà d'en donner, parce qu'il y en a qui veulent bien en donner mais n'en arrivent pas. Et qu'aujourd'hui, au jour de nos jours, sur de simples accusations, tout un chef décide comme ça de doter la vie à ces jeunes, encore plein d'espoir, qui ne demandaient à que la chefferie se penche en faisant des investigations. Donc, vraiment, j'ai été très choqué au vu de ces vidéos qui ont circulé sur la toile. Et bon, satisfaction à mon endroit quand j'ai eu l'information que voilà, le chef a été neutralisé. Et je pense aussi bien quelques de ces, je ne sais pas si c'est confirmé, quelques de ces notables également. Donc, on laisse la justice continuer son Fait son cours, travail. mais déjà, faire son travail. Mais déjà, c'est comme juste pour le dire, comme mot de fin, c'est nul n'a le droit d'ôter la vie
parce que la vie, elle est très chère. Déjà, c'est difficile de la donner. C'est difficile de pouvoir élever un enfant jusqu'à cet âge. Et un jeune surtout rempli d'espoir, d'avenir, qui sait, peut-être ça pouvait être quelqu'un qui pouvait apporter peut-être un créateur, un innovateur ou quelque chose, au moins de pouvoir, ne serait-ce que apporter un coup de main à la famille. Voilà, comme ça, la vie lui a été prise, comme ça, injustement. Donc, j'ai été vraiment très choqué. J'espère vraiment que on compte sur la justice camerounaise pour faire son travail. Merci. D'accord, merci pour cette première prise de parole, Israël. Alors, Kemoun, toi, au moins, tu es l'un des habitués du plateau et la même question sûrement pour toi, en tant que, pas seulement en tant que citoyen, mais aussi en tant que quelqu'un qui est du MRC. Est-ce que la lecture que vous avez faite à l'intérieur de votre formation politique a été celle d'une injustice peut-être faite à l'endroit de ces jeunes qui ont été brûlés ou simplement on confirme que le roi peut peut se donner tous les droits? Merci de me passer la parole et bonsoir aux co-discutants et bonsoir à tous qui me suivent. Il faut déjà être désolé que notre société soit arrivée à ce niveau de barbarie au XXIe siècle. Parce qu'il faut dire une chose, quand on est une autorité traditionnelle, en fait, on devrait être le dernier recours. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça voudrait dire quand quelqu'un se sent menacé dans sa chair, il devrait avoir à courir dans la chefferie et une fois là-bas se sentir protégé, même s'il subissait une injustice populaire. Mais que c'est à l'intérieur d'une chefferie qu'on vive pareille situation, bien entendu, on va se sentir un peu mal à l'aise de se sentir citoyen et être autant exposé. La première lecture qu'on peut avoir en tant qu'être humain, c'est se dire que, bon, voilà, personne n'est plus en sécurité nulle part. Et justement, si ça a pu arriver à celui-là sans qu'on ne sache trop quelles sont les raisons, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Aujourd'hui, on parle du chef de Ballon. Il y a une fois également un lamido a eu à être accusé de pareils faits sur un citoyen également qui était accusé de manque de respect ou de vol dans le village. Et justement, il est question que on se dise la vérité. Nous sommes dans une société complètement malade où les uns et les autres, pour montrer qu'ils ont un petit pouvoir, une petite existence, se permettent tout et n'importe quoi. Il faut dire une chose, même le président de la République ne peut pas, de son propre chef, décider, n'a pas le droit de vie et de mort sur les citoyens. Et justement, un chef, quel que soit le pouvoir qu'il puisse avoir, il a plus un devoir de protéger que d'ôter la vie de cette façon. Vous imaginez, tout le village est là, en train de vivre une telle scène, des grandes personnes comme des petits-enfants. Et que ça n'émeuve pas des gens qui vivent pareille situation, on se dit qu'on a complètement perdu notre humanité. Voir des gens supplier, voir des gens mourir dans de telles conditions sans qu'on ne soit ému, on se demanderait bien, mais est-ce qu'on a encore affaire à des humains qui sont censés avoir tout leur sens de vivre pareilles atrocités et que ça ne gêne personne? Vous rentrez, vous dormez chez vous en paix et le lendemain, vous vous réveillez en santé et vous marchez dans la rue. C'est-à-dire, ça doit interpeller notre humanité dans l'ensemble. Et justement, mais Kemoun, dis-moi un peu, même s'il avait même été avéré que l'un des deux soit coupable, est-ce que ça méritait pourtant ce qui leur est arrivé? La vérité est que rien ne peut justifier pareille attitude. Rien ne peut justifier qu'on fasse vivre de telles choses à Mondiovision aux enfants et même si les enfants n'étaient pas là, on ne peut pas se permettre d'avoir un pareil pouvoir. On ne peut pas léguer pareil pouvoir à un individu de décider de la sorte. Mais dans quel monde est-ce qu'on se trouverait? Ça voudrait dire, vous pouvez vous retrouver dans ce village de façon malencontreuse, comme on l'a vécu il y a quelques mois au Nord Cameroun, oui, où des chercheurs se sont retrouvés dans une situation et on les a également brûlés comme ça.
Donc, vous également, vous pouvez être là, il y a eu coup de vol dans le village, on ne vous connaît pas, on vous taxe de voleur et subitement, vous voilà en train d'être brûlé sans qu'on ne sache comment ça se passe. Et justement, on ne peut pas se permettre pareil attitude dans une république. Et qu'on soit dans une chefferie, encore, c'est encore plus grave. Parce qu'on dit que c'est les garants de la tradition. Et une tradition qui doit se permettre pareilles atrocités sur des villageois, sur des concitoyens, c'est intolérable. Donc, avec la dernière énergie, on doit non seulement dénoncer pareil comportement, mais également il faudrait que celui qui s'est permis de telles attitudes soit traité avec la plus grande rigueur pour que ça ne se reproduise plus jamais. Parce que quand on doit se sentir en sécurité, protégé dans une chefferie, dans une république, et que de tels comportements se produisent, il faut se questionner de façon profonde. Où est-ce que nous allons? Quelle société nous devons bâtir? Quel héritage allons-nous laisser à nos enfants? Si mon fils doit vivre pareille chose et doit être insensible, je me rends compte que justement, je ne suis pas en train de bâtir un homme. C'est un tueur en série que je suis en train de monter ainsi. Parce que justement, quand il se dit que bon, le fait que quelqu'un soit en train de crier quand il est brûlé et que ça fasse ricaner, vous imaginez qu'est-ce qu'on est en train d'implanter dans son subconscient? Il y a des choses qu'il ne faut pas se permettre dans tous les cas aujourd'hui. C'est un peu comme quand vous marchez en route. Tout le monde peut baisser sa braquette, pisser un peu de bâton, s'en fout de savoir s'il y a des petits-enfants qui peuvent avoir à vivre cette nudité sans ça ne dire à personne. Donc notre société a entièrement besoin d'être toilettée. Il faut la rebâtir à zéro. Donc pour moi, ce n'est pas un fait isolé, c'est une conséquence d'un ensemble de faits. Et aujourd'hui, parce qu'on a un petit pouvoir, parce qu'on pourrait avoir un peu d'argent, parce qu'aujourd'hui on sait comment est-ce qu'on devient chef, c'est pas parce que vous avez hérité d'une quelconque descendance, c'est parce que vous avez un peu d'argent, mais c'est celui qui a plus d'argent dans la famille qui peut se permettre de devenir chef, qu'on ait une belle moralité ou pas. Et seulement quand on peut se permettre de payer la chefferie, on peut également se permettre de faire des citoyens ce qu'on veut, parce qu'on pense qu'on est protégé soit par son argent, soit par le pouvoir qu'on aurait de façon Bon, administrative, on n'est pas en train de parce dire qu'on que le chef parviendrait Baloum, on à n'est pas en train de dire que le quelque chef du chose de gouvernement Baloum a plus. été payé pour être là-bas. Bon, c'est l'ensemble. Si ce n'est pas lui, beaucoup le font. On vit ça aujourd'hui au quotidien et ça D'accord. ne gêne plus personne. Aujourd'hui, il paraît même qu'on vote derrière les chefs. On l'a vécu dans l'Ombam dernièrement. Donc, bon, qu'est-ce que vous voulez? Et quand pareil, personne arrive au pouvoir, il se dit que tout lui est permis, il peut faire de vous ce qu'il veut. Et encore, si vous n'avez pas été selon qu'il pensait et que vous avez voté contre lui, vous imaginez comment est-ce que vous pouvez vous sentir, comment est-ce qu'il peut vous considérer et vous traiter? Mhm. En tout cas, c'est ta première prise de parole et on va permettre également à Chicharito de faire sa première prise de parole. Chicharito, suite à ce drame, il y a eu un mandat d'amener qui a été émis contre le chef du groupement Baloum. Est-ce que la réponse policière et judiciaire actuelle, est-ce qu'elle s'attaque aux vraies causes du problème ou est-ce qu'on se contente tout simplement de soigner les symptômes d'un mal qui est plus profond, Chicharito? Oui, bonsoir à tous. Merci pour la question, CVK. Je vais tout d'abord commencer par présenter mes sincères condoléances aux familles éplorées. Ensuite, pour répondre à ta question, bon, j'ai bien écouté mes précédents compagnons, notamment Joël. Je pense que tout ce qu'il a décrit était intéressant. Il a justement montré que on a eu des faits précédents. Et justement, si ces faits précédents avaient été bien traités ou correctement traités par la justice, je pense ça nous aurait évité ce précédent cas. Maintenant, est-ce que ce cas-ci sera mieux traité pour nous permettre d'éviter les suivants? Nous l'espérons tous. Donc, ça, c'est ce que nous espérons. Maintenant, dans les faits, nous voyons par exemple que le Conseil supérieur de la magistrature ne s'est pas tenu depuis de nombreuses années. Donc, c'est tout ça, à mon humble avis, qui participe aussi à certains manquements de la justice dans ce domaine-là. Donc, voilà, je ne sais pas comment répondre précisément à ta question, mais j'ai tout simplement Bon, envie alors, de dire que... peut-être que je devrais la repréciser. Est-ce que tu penses que l'arrestation du chef, s'il n'y a pas condamnation, parce que là, pour le moment, c'est juste pour des besoins d'enquête, il peut quand même être libéré. Est-ce que il faudrait absolument parvenir à une arrestation du chef? Peut-être pas forcément comme le premier chef, le premier à être coupable, mais peut-être comme l'une des personnes qui aura ordonné
la mise à mort de ces deux jeunes, est-ce qu'on devrait absolument arriver au bout jusqu'à une condamnation de ce chef? Il ne s'agit pas ici de faire une chasse aux sorcières. Il s'agit tout simplement, si justement on veut que ce genre de cas ne se reproduise plus, il s'agit tout simplement d'établir les responsabilités des uns et des autres. Si le chef est responsable, qu'il soit puni à hauteur de sa responsabilité. S'il ne l'est pas, qu'il soit tout simplement libéré. Mais par rapport à la vidéo que nous avons vue, par rapport à ce qui s'est passé par la suite, le fait qu'il ait fui sa chefferie, ainsi de suite, nous pouvons d'emblée dire qu'il y a quand même une forte présomption de culpabilité de sa part. Maintenant, nous espérons que les responsabilités soient établies et qu'il soit exactement condamné par rapport à ce que nous avons vu dans la vidéo, si ce n'est que ça. Parce que, comme on l'a si bien dit, n'oublions pas qu'il s'agissait d'une chefferie. Et dans la chefferie, nous avons aussi des initiés, des personnes dépositaires de pouvoirs mystiques. Donc ça, c'est ce qu'on nous fait croire, nous, les personnes lambda, étrangères à En ces fait, c'est choses-là. vrai qu'il y a une justice traditionnelle, si on peut dire comme ça. Voilà, Il y donc, a quand même une justice traditionnelle quand il y a moi, des situations, on le disait souvent sous l'arbre à pala, mais même dans les villages actuellement, il y a des exactement. Donc, interdictions parfois. Il y a des villages, quelqu'un qui est accusé de vol est parfois banni du village, clairement. Même mais jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Mais pourquoi le chef je, a mais préféré une solution qui était plus radicale, en fait? je voulais même aller plus loin, parce que même si tu as parlé de la sentence, mais je voulais même parler en amont de la culpabilité. Je pense que même au sein de ces initiés-là, il y a des personnes capables d'établir les responsabilités des uns et des autres. On aurait pu entendre le jeune ou ces jeunes avant de déterminer effectivement s'ils sont coupables ou non. Et une fois qu'ils sont coupables, normalement, la bonne tenue, la bonne marche aurait voulu qu'on les remette aux autorités. Mais la question également que tu as posée, c'est par rapport à la justice. C'est aussi peut-être à ce niveau où il y a un manque de justice. Rappelez-vous, si vous faites souvent un tour sur la page de nos influenceurs, vous voyez des personnes qui ont commis des crimes très graves qu'on retrouve aujourd'hui en 2026 en train de commettre les mêmes crimes alors qu'ils étaient supposés être en prison. Donc ça aussi fait Derrière en les sorte barreaux. que, exactement, donc ça aussi fait en sorte que les populations, malheureusement, n'ont plus confiance en notre justice. Aujourd'hui, on parle uniquement de ce cas. Mais rappelons-nous qu'on a plein de personnes qu'on accuse de vol et sur lesquelles, comme on dit au quartier, on met les roues. Donc ça aussi, ça existe. Donc, il faut qu'on traite cette question, pas spécifiquement sur ce cas-là qui s'est passé à la chefferie, mais de manière un peu plus large sur la justice populaire. Et donc, pour moi, c'est à ce niveau que nous devons accentuer notre point focal d'analyse en se disant comment on fait en sorte que la justice populaire recule drastiquement dans notre pays. Et c'est à ce niveau où j'ai interpellé justement la justice, d'où oui, également où j'ai parlé du Conseil supérieur de la magistrature. C'est tout ça qui fait en sorte, parce que si dans notre pays, nous n'avons plus de justice, également, nous nous retrouvons là, dans ce que nous pouvons appeler un état de nature, où chacun essaye de faire, de se C'est rendre faire justice justice. lui-même. Exactement. Donc, c'est là que Mhm. nous devons sortir, et ce n'est que, enfin, de mon point de vue, ce n'est que par là que nous pouvons sortir d'une telle situation. Mhm. Voilà qui a dit quand même, je rappelle que ce ne sera pas la première fois qu'un chef de village sera dépilé ou bien qu'un chef de village peut faire la prison. Parce que pour ceux qui ont une bonne mémoire, du côté du Onkam, dans le groupement, je pense que c'est Fongoli, il y a le chef de village jusqu'aujourd'hui, il n'est pas à la chefferie parce qu'il avait eu il y a une histoire qui l'a amené en prison. Il croit qu'il est à la prison centrale de Bafan, si j'ai bonne mémoire. Alors, ce ne sera pas un cas isolé, comme je le disais, et on espère que la justice sera rendue à tous, en fait, pour que vraiment justice soit faite, pour que les familles déjà puissent retrouver la paix. On a même vu une sortie d'une des épouses du chef qui malheureusement accablait encore plus de chef parce qu'elle disait qu'il était malade, mais apparemment c'était pas vraiment le cas parce que pour quelqu'un qui était malade et qui était absent de la chefferie, et pourtant on voit bien dans la vidéo que c'est le chef qui fait des injonctions à ce jeune-là pour la dernière fois qu'on le voit en vie. On va parler d'autres choses si vous le permettez, mesdames et messieurs. Mais avant, je vous dis pour vous, ceux qui êtes les auditeurs, vous êtes sur 237 Stories et l'échange une fois, qui a lieu 2 fois par semaine, 2 fois par mois, pardon. Et surtout, vous êtes sur la plateforme 237story.net ou encore vous nous suivez sur Facebook, sur Deezer, sur Spotify ou même encore sur toutes les plateformes d'écoute légales. Eh bien,
on vous dit merci. Merci surtout de prendre l'information comme nous la donnons parce que nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes et surtout de fouiller au plus profond avec nos invités et surtout tous ceux qui participent au débat. Le débat aujourd'hui, c'est la deuxième thématique. On parle des identités au Cameroun et surtout, est-ce que les Camerounais sont tribalistes? C'est la deuxième thématique. Vous savez, on a essayé de comprendre. Depuis quelque temps, il y a la résurgence. Au fur et à mesure, on entend de plus en plus de gens parler de Bamileke, parler des Tones, parler des Wondé. On veut comprendre pourquoi cette montée de la haine envers les Camerounais. Est-ce que c'est voulu de la part des politiciens ou simplement ce sont des Camerounais qui n'arrivent plus à s'aimer? Pourtant, dans les mairies, chaque samedi, on observe bien un Atangana qui va se marier avec une Kameni. On observe toujours un Issa qui va aller convoler en juste noces avec une autre personne d'une autre tribu. Eh bien, on se pose la question de façon naturelle. Et aujourd'hui, la première personne à qui je vais poser cette question, après sera Ismaël qui prendra la parole, hein, mais c'est d'abord à toi, justement, Sepiro. Est-ce que le fait qu'on se soit vanté d'avoir un Cameroun uni et indivisible, est-ce que sur les réseaux sociaux, c'est tout le contraire? Parce que dans les faits, on a l'impression que les Camerounais s'aiment, mais sur les réseaux sociaux, même des gens qui sont parfois nos propres amis, on a du mal à les reconnaître quand ils font des sorties. C'est Pierrot. Oui, CWK, merci de me passer la parole une seconde fois. Et premier, ça veut dire que me met vraiment devant. Donc, ça me plaît vraiment. Moi, je vais dire tout simplement que la vie des réseaux sociaux, elle est un peu différente de la vie réelle, celle dans laquelle nous sommes avec nos corps physiques. Lorsque nous allons sur les réseaux sociaux, nous y allons avec nos téléphones, avec des identités virtuelles, même si pour plusieurs ils mettent leur vrai nom. Mais là-bas, ils ont l'impression qu'ils sont libres de dire tout ce qu'ils veulent, même quand ce sont nos amis, comme vous avez dit. Mais dans la vie réelle, celle que nous vivons au quotidien, moi, je ne peux pas dire totalement que les Camerounais sont tribalistes. Les Camerounais sont plutôt instrumentalisés à une certaine période de leur vie par certains politiques ou par certains groupes, certains cabinets qui veulent accéder à un certain niveau, peut-être la société, avoir un certain rôle, avoir du pouvoir, et ils sont prêts pour avoir le pouvoir, il faut des gens qui vous suivent. Donc, quand vous les instrumentalisez, ils suivent votre idéologie et vous avez une communauté, vous devenez fort dans la société. Donc, moi, je pense que nous avons grandi dans ce pays et je pense que quand nous allions à l'école primaire, au secondaire, on ne s'est jamais posé la question de savoir qui venait d'où. On ne s'est jamais posé la question à l'université. C'était pareil, même dans certains métiers aussi que nous avons fait. La question de tu viens d'où n'avait jamais été devant nous. Elle nous a peut-être jeté au visage que tu viens d'où, tu viens de quelle région. Non. Moi, par exemple, c'est quand j'arrive pratiquement en terminale que j'apprends qu'un nom, c'est un marqueur identitaire au Cameroun. Ça veut dire qu'un nom te relie à un groupe social ou une ethnie. Moi, je ne savais pas ça. Donc, nous ne sommes pas tribalistes. Ce sont des officines. Et c'est toute une ingénierie, surtout les politiques. Lorsqu'on se rapproche des élections, ils vont commencer à accuser tous ceux qui sont peut-être ce qu'ils appellent les étrés. Or, nous sommes dans un Cameroun indivisible, où nous avons la mobilité, on doit se mouvoir, s'installer partout où on veut, sans nuire à autrui. Donc, je ne sais pas d'où est-ce que nous ne sommes pas. Ce sont plutôt les politiques qui sont en train de nous instrumentaliser à leur fin. Maintenant, à la fin, et comme je dis à la fin, peut-être de me répéter, à la fin, c'est quoi? Ils ne veulent pas répondre de leurs actes pour de comment ils ont géré le pays. Donc, ils sont prêts à nous pousser au chaos pour qu'on se batte entre nous ou bien qu'on oriente la cible de quelqu'un d'autre. Parce que si demain on vous dit par exemple que c'est à cause je sais pas, d'un nordiste, au Cameroun, il y aura peut-être, je sais pas, tel. On oublie qu'une politique publique devait être mise sur pied pour répondre à ce besoin. On va se pencher plutôt sur notre frère. On détourne le regard. On regarde plus l'essentiel, on se focalise sur quelque chose de complètement, je sais pas, quelqu'un d'irresponsable de la situation qui se pose. Donc, je ne pense pas qu'à l'heure qu'il est, on puisse dire que le Camerounais est tribaliste, même si le discours tribal prend de l'ampleur dans notre pays. C'est vrai que justement, là, je pose la question à Ismaël qui est déjà là. Est-ce que le fait
le fait que l'on ait parfois entendu, que ce soit dans la région du Sud, qu'il y ait des casses, parfois des autochtones, si je vais utiliser le terme qui est le plus souvent utilisé par ces gens-là, des autochtones qui viennent, qui font des casses dans la boutique des personnes des autres tribus, se disant non, vous venez voler des choses chez nous. Et tout récemment encore, sur des plateaux, on voit des personnes quand même célèbres, comme Elimbi Lobé, pour ne pas le citer, euh, qui ne se cachent pas pour crier clairement sa haine, que ce soit des Bamileke ou bien récemment encore, on a entendu des gens dire le littoral le littoral aux littoraliens. Est-ce que tout cet ensemble de choses ne divise pas plutôt les Camerounais entre eux, Ismaël? Alors, merci de me repasser la parole pour ce sujet vraiment très sensible. Et tu as bien fait de souligner quelques cas. Alors, moi, sur lequel je veux m'appesantir, c'est que, vous savez, aujourd'hui, l'effet du tribalisme, moi, je pense, c'est un élément beaucoup plus lié à la politique. Pour pouvoir diviser les Camerounais, pour pouvoir, du moins, créer une sorte de division au sein des Camerounais. Parce que si je vous prends par exemple, je vais un peu essayer de prendre un exemple sur mon plan professionnel. Moi, j'ai un ami, collègue de travail, et puis on s'entend très bien, c'est un nordiste. J'ai un autre collègue avec qui, quand on finit le boulot et quand il faut peut-être, disons, on coupe quelque chose, c'est un Uh-huh. gars c'est un gars par moi. J'ai un autre ami, vous voyez, je peux vous en citer comme ça, hein, plusieurs. Ou En fait, quand on on se comprend retrouve, clairement quand que on échange, quand vous êtes entre vous, il n'y a pas de problème. Vous êtes entre amis, il n'y a pas de il souci. n'y a pas, il y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, Mhm. on échange, même quand c'est sur des thématiques où nous ne sommes pas d'accord, chacun essaie de partager son point de vue, essaie de convaincre l'autre sans qu'il y ait une rancune, et puis quand le débat est fini, le débat est fini. Après, on se retrouve cordialement, on vit sans problème. Donc moi, je pense que c'est beaucoup plus quelque chose qui est entretenu par des politiques pour pouvoir, comme on dit souvent, la règle de diviser pour mieux régner. Maintenant, Ah, lorsqu'on s'attarde par exemple sur le cas de M. Elie Bilobert, qui, dans ses prises de parole, ne cesse de le tenir à haute voix. Bon, vous voyez, ça démontre à quel point vraiment, parce que si on avait pris des dispositions pour interpeller ce monsieur Lévi Lobert face à cette de ses propos, cela permettrait de pouvoir un peu réduire, du moins ventiler du moins cette manière, comment je vais de dire, parler, de penser tribalisme. cette manière de parler, cette manière de penser qui s'étend jusqu'au niveau des réseaux sociaux. Il faudrait qu'à un moment donné, il faudrait qu'on sache que nous sommes tous des enfants d'un même pays. Que tu sois de X, que tu sois de Y, nous portons tous le sang camerounais. Et nul ne devrait pouvoir marcher sur l'autre. Parce que sinon, nous sommes comment je vais dire, nous sommes tous au même pied d'égalité. Si les dispositions ne sont pas prises par nos autorités pour vraiment châtier tous ceux qui essaient de s'aimer de mettre, de continuer à envenimer cet élément. À un moment donné, ça va devenir incontrôlable. Vous voyez, ça va devenir incontrôlable et c'est pas bon pour l'unité. Mais dans les faits, moi, je pense que sur le plan quotidien, les Camerounais n'ont pas de problème. Les Camerounais n'ont pas de problème. Ils vivent, ils se partagent des choses, ils se respectent, tout dans la paix. Maintenant, sur les réseaux sociaux, on a un nouveau modèle qui est sorti des réseaux sociaux où chacun, parfois avec des noms cachés, viennent souffler des trucs, viennent faire des trucs, viennent propulser de ces choses. Il faudrait que
nos politiques mettent des En fait, mécanismes en avec place des pour faux pouvoir... profils, il y a des gens qui viennent pour déverser parfois leur Effectivement, haine. Et effectivement, je ne sais, on ne sait pas effectivement. vraiment ce à quoi il en retourne parce qu'on se dit, Et c'est quelqu'un qui vient, quelqu'un, ça peut être le voisin lambda, mais quand il est sur les réseaux sociaux, on a l'impression, pardon, qu'il se transforme. Est-ce que, justement, Ismaël, ce n'est pas ce sentiment d'impunité que les réseaux sociaux offrent qui fait aussi grandir le tribalisme au Cameroun? justement, c'est le cas parce que, vous savez, de l'autre côté du Gabon, vous voyez le nouveau président qui est en train de, qui insiste là-dessus, qu'on devrait pouvoir encadrer tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Il faudrait vraiment qu'on trouve un mécanisme vraiment pour pouvoir traquer et pouvoir capturer tous ceux qui se permettent de se muer sur cette plateforme pour pouvoir ventiler un certain nombre de choses, pour éviter qu'on ait cette impression que tout va mal, voilà, que les Camerounais ne s'aiment pas, que tout va, bref, qui donne un air vraiment assez terrible. Parce que quand vous vivez sur les réseaux sociaux et que vous vivez la réalité, mais à un moment donné, vous avez peur de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous dites, ah, mais si du côté du Sud, on dit qu'on a seulement cassé la boutique des X ou des Y, alors que parfois, si tu te rends sur place, tu verras que peut-être c'est toute une autre histoire, hein, qui n'a peut-être rien à voir maintenant. Peut-être la À boutique qui n'a même pas profite, été cassée parfois. voilà, maintenant, à qui profite réellement ce type de propagande? Point d'interrogation. Il faudrait vraiment que nos autorités s'y penchent vraiment pour essayer d'atténuer cet effet qui prend de plus en plus de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. D'accord. Alors, on va rester la même longueur d'onde et sur la même thématique. Et cette fois-là, il y a un nouveau venu à qui on va poser la question. Juste après, on va poser la question à Kemoun par rapport au MSC parce qu'on reconnaît aussi qu'il y a un moment, le leader du MSC, Maurice Kamto, a été, surtout à ses débuts, taxé d'être une personne qui n'avait que le parti qui était nombriliste. On se dirait que tous les Bamileke, quelque part, étaient du MRC. Alors, on va poser la question d'abord peut-être à notre docteur qui vient d'arriver et surtout, on reste dans la même thématique, celle de connaître, de savoir est-ce que les Camerounais sont tribalisme. Et là, on a vraiment envie de comprendre, docteur, est-ce que c'est quelque chose, c'est une maladie quelque part, c'est le fait inoculé par les élites politiques pour conserver ou pour conquérir le pouvoir? C'est-à-dire, est-ce que le tribalisme est fait exprès? C'est une carte que jouent les élites politiques pour pouvoir garder ce pouvoir qui est entre leurs mains. Et bonsoir à tout le monde et vraiment désolé parce que j'ai discuté avec Williams en inbox et j'ai eu beaucoup de soucis avec mon téléphone pour pouvoir passer. Mon téléphone n'accepte pas certaines applications. Donc, j'ai été obligé de faire des pieds de main. Donc, je tenais d'abord à présenter toutes mes excuses. Et aussi, ça, il ne m'arrive pas souvent de le faire. Je tenais aussi à prendre de repas l'école déjà par rapport à la question que William vient de poser. Je vais aller au pif du sujet en disant que le tribalisme est un construit. Le tribalisme est un construit parce que s'il faut aller sur les bases historiques, le tribalisme n'est pas quelque chose qui est inhérent seulement au Cameroun. On a des exemples assez palpables, tels qu'en France, avec la Corse, nous avons en Espagne, avec l'ETA, nous avons même aux États-Unis, que ce soit même aussi avec le rejet, que ce soit les cultures. Au Cameroun, avec la naissance de l'État-nation, les indépendances, il y avait vraiment une nécessité à vouloir construire une sorte de nation qui se fonde vraiment sur un vivre ensemble, essayant pour essayer de balkaniser tout ce qu'on peut parler comme les gens du Sud, les gens du Nord, les gens de l'Ouest, les gens de l'Est. Et on se rend compte de plus en plus que la faiblesse de la gouvernance de l'État a poussé certaines populations à se replier autour de leur religion, de leur ethnie comme une forme d'abri. Pourquoi? Parce que lorsqu'on partant du postulat du président Ahidjo, qui avait fait une sorte de mettre certaines élites dans certaines régions pour que ceux-ci puissent développer. Avec l'arrivée de M. Biya, il n'y a pas eu vraiment cet accent. On a pu voir comment, avec la pauvreté, la paupérisation, ça a construit vraiment un sentiment de misère et les élites, les populations se sont
ressourcer, recadrer, barricader dans des barrières et dire comme une sorte de refuge. Donc voilà pour moi la première lecture d'abord pour mon intervention. Peut-être en écoutant les autres, je pourrais relancer de temps en temps. Donc, voilà, D'accord. voilà. Merci déjà, docteur Babi, d'être parmi nous ce soir. Et je vais continuer avec Kimon, comme je le disais tout à l'heure. Le président du MRC, le mouvement président du Cameroun, Maurice Kamto, a été taxé plusieurs fois d'être tribaliste. On lui aurait plusieurs fois reproché que certains caciques de son parti, pardon, étaient d'une certaine région, même il a essayé et il a démontré que ce n'était pas le cas. Alors, pour vous, en tant que formation politique, Kémon, comment est-ce qu'on combat le tribalisme au Cameroun et comment est-ce qu'on le vit de l'intérieur? Comment est-ce qu'on essaie de démontrer aux autres que nous ne sommes pas tribalistes et qu'on est républicains? Oh, merci pour la question posée. Je vais commencer de go par être un peu à l'opposé de tout ce que les autres viennent de dire parce que dire de go que nous ne le sommes pas, ce serait nier le problème et pourtant le problème est profond et pourtant de plus en plus nous allons arriver à une situation peut-être de l'irréparable. Parce que quand on parle par exemple du Rwanda et qu'on pense que c'est trop loin, et pourtant au Cameroun, on vit des faits qui ne sont pas très différents et qu'aujourd'hui on essaie de faire croire que non, parce qu'on mange avec X ou parce qu'on mange avec Y, nous serions des amis et que de fait il n'y aurait pas de risque que ça dégénère. Je trouve que c'est un peu trop léger comme raisonnement. Parce qu'il faut dire une chose, quand il y a eu les Hutus et les Tutsis, ils étaient mariés, ils étaient mélangés depuis fort longtemps. Mais quand c'est arrivé où il y a eu déflagration, on a ignoré tout ce qu'on était mariés depuis des générations, qu'on avait des enfants les uns les autres. Et bref, il faut commencer par se dire la vérité. Et la vérité, c'est qu'au Cameroun, de plus en plus, le sentiment de l'identité commence à prendre tellement d'ampleur que si rien n'est fait pour qu'un construit vraiment national prenne du pas, on risquerait d'arriver à quelque chose qui ne soit pas très beau à voir. Parce que voyez-vous, quand on dit que nous ne sommes pas tribalistes, autant pour moi, si vous avez grandi dans des localités moins urbaines, un peu retirées, vous n'aurez pas ce même sentiment. Parce que par exemple, quand vous sortez des grandes villes, Yaoundé, Douala et autres, et que vous grandissez dans un environnement où vous n'êtes pas ressortissant, très facilement, vous allez ressentir un certain rejet de ceux qui sont autour de vous parce qu'on va considérer que vous êtes étranger. Et il y a différents qualificatifs pour désigner les étrangers et quelquefois même enfants dans les établissements scolaires. On a du mal à s'accommoder parce que la plupart du temps, quand il y a un conflit entre vous en tant qu'enfant, ça peut être parce que vous étiez sur un stade en train de jouer. On va préférer supporter l'autre parce qu'il est ton frère et parce qu'il parle la même langue. Et toi qui serais étranger dans ce coin-là, on va essayer de t'isoler, de stigmatiser. Donc, de première vue, il ne faudrait pas prendre ça comme ça et penser que c'est uniquement un construit. Encore que tout est construit. Dans une société, la façon de penser des uns. William, je voulais reprendre. William, est-ce qu'on peut construire le tribalisme? Oui, le construit. Flavien, on va construire également. Il finit son tour de parole, Flavien, on revient vers toi. Comme tout est un construit, que ce soit le tribalisme, la République, tout ça dépend, n'est-ce pas, du pouvoir en place. Quelquefois, vous ça veut dire qu'on serait en train de vivre une sorte de tribalisme d'État au Cameroun actuellement. Est-ce que ce serait accepté? On ne serait pas en train de vivre. C'est un fait. Il y a une fois, le professeur Msanga Nyamdjin sur un plateau, justement en parlant des effets du tribalisme, vous faisait comprendre que quand aujourd'hui, vous voulez faire croire que nous vivons dans un pays où nous sommes totalement intégrés et que dans la plupart des administrations, vous avez des noms. Quand vous sortez du Cameroun, vous allez dans presque toutes les ambassades.
vous avez des gens qui parlent uniquement les langues dans les ambassades et les autres sont considérés comme des étrangers. Vous partez dans les grandes fonctions. La plupart du temps, quand vous êtes ressortissant d'ailleurs, le secrétaire général est d'une contrée et c'est lui qui dicte sa loi. Bref, il y a cette façon de faire qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quand vous entendez par exemple le procès Essomba à Vision 4, où il fait comprendre que comment est-ce que les autres vont faire pour venir prendre le pouvoir à Yaoundé quand c'est Biya qui est au pouvoir. Ça veut dire que le pouvoir appartient à un clan et puisque le clan est de Yaoundé, les autres, n'est-ce pas, n'ont pas la possibilité de l'avoir une fois qu'Aïdjo est parti. Et justement, c'est qu'on se construit là. Aujourd'hui, on a les écams qui sont devenus un socle où les autres de pouvoir. Ça, c'est un construit politique qui voudrait qu'on conserve le pouvoir. Je vais revenir sur la question de savoir, on a taxé Kamto de tribaliste parce qu'il aurait dit que qu'il faut-il faire pour être boulot. Justement, c'est une déformation que ces tribalistes ont eu à prendre pour faire croire que c'était son cas. Non. Il a pris un exemple. Nous devons tous être Camerounais. Mais s'il fallait que pour être Camerounais, on appartienne à une contrée particulière, il est question que nous tous, n'est-ce pas, appartenons à cette contrée-là. Ce n'était pas pour dire que pour stigmatiser cette contrée-là ou quoi que ce soit. C'est des gens de mauvaise foi qui ont eu à emprunter cette histoire et utiliser ainsi. Vous avez vu Kamto, il a fait épouser sa fille par Baïbek qui n'est pas Bamileke comme lui. Et quand on parle du MRC, on essaie de faire croire que c'est un parti de Bamileke. Je ne suis pas Bamileke, moi. Quand vous prenez le directoire du MRC, le premier vice-président, Mamadou Mota, il n'est pas Bamileke. La deuxième, Thierry Noah, n'est pas Bamileke. Vous prenez Maître Sim, il n'est pas Bamileke. Donc, nous, on ne ferme la porte à personne parce qu'il est d'une autre contrée. Les gens adhèrent à un parti politique de façon libre. Et les aspirations par rapport aux fonctions également sont fonction de sa capacité et ses moyens. Au MRC, par exemple, c'est un scrutin de liste. Il faut pouvoir être dans une liste, pouvoir se faire élire. Il y a des contraintes qui vont avec de faire les tests du parti. Il faut être à jour de ses cotisations. Il faut pouvoir postuler. On ne va pas obliger des gens qui ne veulent pas parce qu'ils disent que c'est appartient à X ou Y d'adhérer à un parti politique. Justement, c'est tout ce construit-là qui fait aujourd'hui qu'on se regarde en chaîne de faïence. Quand aujourd'hui également, tout à l'heure, j'ai entendu que non, sur les réseaux sociaux, quand on a cassé les boutiques, soit des Bamoun, soit des Bamileke, au sud, c'était pas toujours parce que c'était des faits de tribut. Non, aujourd'hui, ça ne se cache plus. C'est fait à dessein. Les autorités sont la plupart du temps complices de cette façon de faire parce que ça les arrange. Quand les peuples, au lieu de demander des comptes à ceux qui ont les garants du pouvoir, on dévie les problèmes vers d'autres communautés. J'ai été choqué une fois, je me retrouve au marché étudié où on dit qu'il faut casser le marché. Au lieu d'indexer les autorités qui sont à l'origine, on est maintenant en train d'indexer la personne qui aurait acheté le marché et qui veut faire construire de nouvelles boutiques. C'est lui qui n'aime pas les Camerounais comme il a trop d'argent qui a acheté. Mais on se retrouve dans quoi finalement dans ce Cameroun? Justement, ça c'est un construit politique de système en place. Il ne faut pas se le cacher. Et essayer de faire la langue de bois là-dessus ne va pas nous aider. On n'en sortira pas. D'accord. On va peut-être passer la parole à Flavien qui voulait rebondir sur un de tes propos. Et juste après, on va passer aussi la parole à Charito qui n'a pas parlé depuis un moment. Flavien. Oui, je viens justement derrière les propos de celui que je précède. Kémon. Oui, pour essayer il a parlé de la situation du Rwanda. Bon, je ne suis pas un homme politique. Et le Rwanda, c'est pas le Cameroun. Et William, toi-même, tu sais où je suis affecté. Je suis affecté dans le Grand Nord. Donc, on peut dire que les situations peuvent être là mises en place, mais des cas isolés ne sauraient être généralisés. Il faut savoir aussi qu'au Cameroun, on disait qu'on était un havre de paix. La guerre qui s'évitait chez les autres, c'était un fait isolé. Que ça ne pouvait pas arriver au Cameroun jusqu'aujourd'hui. Nous vivons depuis 2016 quelque chose qui était pourtant très loin de nous. Donc, il faut faire très attention. Quand vous vivez les autres, il faut prendre ça en exemple pour vous corriger. Bon, là, on parle, c'est un conflit politique là-bas. Oui, là maintenant, je pense que la situation avec le Cameroun, on ne saurait comparer l'incomparable, comme une artiste l'a dit. Pourquoi déjà? Lorsque vous essayez de prendre le cas du Rwanda, le Rwanda, c'est deux tribus majoritaires et une troisième tribu qui est presque minoritaire
est inexistant. Vous avez les Tutsis, vous avez les Hutus, vous avez les Kirghizes, qui représentent près de 3% de la population. Et vous pouvez comprendre que l'implosion de la situation au Rwanda vient toujours des faits politiques qui ont été instrumentalisés, que ce soit par des forces exogènes, et qui a mûri des forces endogènes. Et pour que ça passe au Cameroun, nous avons près de plus de 240 ethnies. Bon, vous avez dit qu'on va construire cela en bloc, ce sera vraiment minoritaire, parce que le problème que les Boulous ont, les Bamileke ne l'ont pas, les Bachia ne l'ont pas, les Betty ne l'ont pas. C'est un peu une forme d'ingénierie que le système a pu mettre en place. Parce que vous avez dit, descendons dans le riz, vous avez que mais nous, on a les routes. Vous descendez parce que vous n'avez pas les routes. Donc, ça veut dire qu'il y a des situations alarmistes. Et je voulais aussi dire, ce n'est pas parce que dans le MSC, il y a tel qui n'est pas Bamileke que ça signifie que le MSC n'a pas aussi des relents de l'Ouest. Sinon, comment on peut expliquer que le professeur Maurice Kamto, après avoir démissionné, repart dans un autre parti et revient pour être président, toutefois respecter les textes même du directoire? Et c'est ça qui a créé le conflit. Il faut faire très attention à ce que vous dites. Ce n'est pas parce qu'on est Bamileke qu'il a pu revenir. Il a pu revenir parce que les militants le l'ont permis. Voilà, c'est ce que vous essayez de faire croire. Comment est-ce qu'on peut expliquer avec le tribalisme? Non, vous m'empruntez les paroles. Et de quel texte vous parlez? Vous connaissez le MLC plus que les militants du MLC? Il faut faire très attention. Non, n'allons pas dans les invectives. Je ne suis pas dans l'invective, mais il faut éviter de raconter des choses sur lesquelles vous n'avez aucune maîtrise. Comment vous parlez de quelqu'un, n'est-ce pas, qui soit ce qu'on vous a présenté? Bon, qu'est-ce que vous connaissez le texte du MSC? Vous pouvez m'en citer un qui ne justifiera pas qu'il soit revenu? Peut-être pour ne pas Kemoum et Flavien, peut-être pour ne pas s'égarer, on va rester un peu pour le cadre vraiment du tribalisme qui nous interpelle, pour ne pas rentrer dans les textes du MSC qu'on ne connaît pas tous forcément. Alors, je te relance, Flavien. D'accord. On parle de tribalisme, il vient là dire les textes du MRC ne maîtrise pas ma chaîne. Justement, c'est ce que j'essaie de recadrer, qu'on reste vraiment sur la même longueur d'onde les uns et les autres. Où est le rapport entre le tribalisme et les textes du MRC? On va écouter peut-être Flavien pour s'en tenir à ce qu'il disait. Si on ne peut pas s'écouter, je pense quand même qu'il a eu à discuter. Qu'est-ce qu'il faut écouter? On vous a posé un problème. Vous êtes des raccourcis qui n'ont rien à voir avec le thème qu'on vous pose. Vous pouvez l'écouter. Kemoum, laisse le dérouler. Tu es déjà un habitué. On va l'écouter. Il déroule peut-être et après, un peu comment il t'a laissé dérouler. On donne des gens comme des professeurs, des docteurs. Après, ils viennent raconter des saletés. Kemoum, on a bien commencé. Écoute d'abord peut-être Flavien. Par rapport aux insultes, William, comme tu connais que je ne vais pas verser dans ça. Je ne suis pas non, continue, frère. Il n'y a pas de souci, continue. Non, parce que m'insulter. Non, on va rester uniquement au niveau des argumentaires. Moi, c'est l'argumentaire, mais je ne connais pas pour commencer à vouloir remettre. Nous sommes. Non, continue, frère, il n'y a pas de souci, continue. Dis ce que tu as dit. Rien que la science. Je disais tantôt que tout ça, ce sont des construits. Et on ne saurait vraiment transposer le Rwanda et le Cameroun. Et je pars encore dans un autre élément qui me paraît encore plus pertinent. C'est quoi? C'est que la naissance même, ou l'essence même du tribalisme parvient du fait qu'on a chacun tous un chez soi. Je le dis, et je le redis, et je le dis de manière publique, je l'ai déjà dit. Le fait que chacun ait un chez soi et qu'il ait un rattachement à la fois ethnique, ce qui permet en sorte que s'il a un souci, se replie là-bas, fait en sorte que ça renforce même encore l'idée de tribalisme, qui fait en sorte que l'individu se sent plus en sécurité chez soi. Voilà d'où je pars de mon constat. Maintenant, l'ayant constaté et ayant des vérités, qu'est-ce qui accentue même encore le tribalisme? C'est ça, on parle des élections de 2018 où on a vu naître des slogans, à la fois peut-être péjoratifs. On a eu des tontinas, on a eu des sardinas. On est quitté de la logique où les tontinas, c'était ce qui représentait le MRC, les sardinas, ce qui représentait le MRC. Et maintenant, dès qu'on revient en 2025, où c'est une élection où j'ai vraiment couvert, où j'étais sur le terrain, qu'est-ce qu'on revient maintenant? On lit maintenant les bœufs contre peut-être les éclairés. Ce sont des propos où on a eu à suivre. Et tout ça part de quoi? Tout ça part du fait que c'est toujours la lutte politique. Les acteurs instrumentalisent les populations pour pouvoir accéder au pouvoir. C'est ça aussi la démocratie. Chacun utilise
ses relances, ses arguments, ses ressources, que ce soit financières, technologiques, émotionnelles, idéologiques, même pour pouvoir atteindre le pouvoir. Mais sauf que, après cette chute électorale, on te regarde encore dans les yeux. Celui qui s'est insulté, et comme au Rwanda, celui qui a tué la mère de l'autre, c'était des voisins, c'était des amis. Ce n'étaient pas des ennemis. C'est pourquoi je dis l'essence même du tribalisme, c'est d'abord que nous tous, parmi nous, nous qui parlons là, nous avons un chez soi. Et ce chez soi, c'est le seul endroit où on se sent le plus en sécurité. Mais la Est-ce chance que le pour la... fait, si sans te couper, hein, Flavien, est-ce que le fait de se sentir chez soi, ça empêche d'accueillir l'autre et d'accepter que lui aussi, chez lui, ça peut être chez moi? D'ailleurs, que le président Paul Biya l'a dit, tous les Camerounais doivent se sentir Camerounais partout, peu importe l'endroit où il se trouve. Est-ce que ça empêche William, à William, quelqu'un du Sud de se retrouver chez lui quand il est au Nord? William, c'est alors là où entre en jeu le concept de vivre ensemble. Le concept de vivre ensemble, tu parles de quoi? D'une incidence on appelle ça d'État-nation. Parce que lorsqu'on parle même d'abord d'État-nation, c'est d'abord que chaque État essaie de identifier l'autre comme quelqu'un qui est étranger à moi. Si on essaie de dire la barricade du territoire, c'est un élément. Et pour essayer de pouvoir, on doit maintenant trouver les moyens pour casser ces différentes barrières. Qu'est-ce qui permet en sorte que l'autre, on n'accepte pas l'autre? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que l'autre qui n'est pas moi puisse être maintenant mon semblable? Il y a des mariages intercommunautaires. Ça se fait déjà. Moi, j'arrive vivant étant au nord, c'est des choses qui ne se passaient pas. Et vous voyez, vous avez des pistes de lamidas qui sont des peuls qui épousent déjà des sudistes. Parce que si on parle des logiques de rejet, quand on était à l'ouest, on dit les Nkwa, c'est-à-dire les autres. Au sud, on dit les Gadamayo, c'est-à-dire les sudistes. Dans les Gadamayo, il y a les gens de l'ouest, il y a les gens de l'est, il y a les gens du centre. Donc, vous comprenez qu'il y a toujours des clichés. Cette conclusion pousse à des clichés. Et lorsque ces clichés sont instrumentalisés, ça donne lieu vraiment à des antagonismes. Et lorsque les antagonismes sont mis en place, qu'est-ce que ça laisse? Ça laisse à des affrontements. On a vu qu'est-ce qu'on avait, on a vu la masse à l'étranger. Et il y a eu ici, même que ce soit ici au pays, des affrontements des militants de différents partis. Ça veut dire ça contribue en quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas une culture politique bien ancrée dans les militants camerounais et ça participe à une forme d'ensauvagement. C'était ça, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu reprendre la parole et je vais remettre pour ne pas être trop long et laisser le temps aux autres de discuter aussi. D'accord. Je vais passer la parole sans doute à Chicharito qui était déjà en train de faire des apparitions furtives. Chicharito, justement, est-ce qu'on peut se baser au Cameroun actuellement, se baser sur le fait d'être d'une tribu, le fait de la multiplicité de nos différentes tribus? Est-ce qu'on peut se baser sur ce fait-là pour construire un nouveau pays? C'est-à-dire prendre ce que les acteurs des réseaux sociaux pense être une faiblesse, mais en fait plutôt une force. Se baser du fait qu'on ait plusieurs cultures, qu'on ait plusieurs tribus pour avoir plutôt une sorte de force pour construire le pays. Oui, merci pour la question CWK. J'aimerais rassurer le panéliste précédent, hein. Bon, il faut qu'il se sente à l'aise de donner ici son point de vue. Normalement, tu es censé dérouler et on est censé te reprendre après si on a, si on n'est pas d'accord avec un propos que tu as tenu. L'essentiel, c'est qu'on reste courtois et qu'on ne s'insulte pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, ne te sens Non, non, pas... y a pas eu d'insulte, rassure-toi, il n'y a pas eu Non, non, d'insulte. non. Je n'ai pas dit Et qu'il y a une insulte. après, J'ai dit que chacun est l'essentiel, libre c'est de de ne pas parler. insulter. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il a insulté. J'ai dit D'accord, l'essentiel, d'accord, c'est de d'accord, ne pas d'accord. le faire. Ah, d'accord. Et donc, je voulais juste le rassurer en lui disant, n'hésite pas à demander la parole si tu as quelque chose à rajouter. Oh, Il n'y a pas de t'inquiète, problème. c'est quelqu'un qui a Donc, l'habitude des débats et c'est un classique. T'inquiète pas pour bon, lui, comme c'est la c'est première quelqu'un fois qui a qu'il vient l'habitude. sur le panel, bon, c'est pour ça que je précise ça. Donc, ne te sens Ah, pas... d'accord. Bon, T'inquiète, il a maintenant, l'habitude du choc. ce que je voulais dire, c'est que dans vos deux interventions, j'ai retenu quand même du pour et du contre quand même. Bon, tu me permets hein, de faire un peu cette digression-là avant de répondre à ta question. Quand par exemple, dans ta première prise C'est de ton temps de parole, le parole, frère, t'inquiète. merci. Quand par exemple, dans ta première prise de parole, le frère, tu as dit tu as d'abord sous-entendu qu'il n'y ait réellement pas de problème, qu'on vivait en parfaite harmonie. Il y a le représentant du MSC qui t'a un peu repris et je voulais quand même aller un peu dans son sens.
en disant que ici, même sur nos différents panels, nous avons débattu d'un conflit entre les Arabes Chouas et les Mousgoum. Ça a été débattu longuement ici. Donc, là, c'est quand même déjà des signes de ce que on est déjà en train d'aller dans des conflits armés et où il y a des morts. Donc, ça, c'est des faits. Donc, quand tu développes en disant que le Cameroun, ce n'est pas le Rwanda, nous avons toujours eu l'habitude de dire ça. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Nous sommes un pays en paix. Voilà, ça, c'est même le président a répété ça pendant longtemps, pendant ce slogan. Nous voici rendus à plus de 10 ans dans un conflit dans les régions du Nozo, toujours pas résolu. Donc, je préfère que nous soyons plus avant-gardistes, que nous mettons en avant le plus en amont, que nous essayons de régler nos problèmes avant qu'ils n'arrivent, plutôt que de rester dans cette posture en se disant le Cameroun, c'est le Cameroun. Et par la suite, nous serons surpris de nous retrouver avec des conflits comme ce que je viens de dire, Arabes choix contre Mousgoum. Donc, je voulais d'abord faire un peu cette petite précision-là pour montrer que malheureusement, nous sommes en train de semer les germes de quelque chose qui risque d'être très grave. Et lorsque, par exemple, nous voyons sur certains plateaux de télé des personnes qui viennent dire je hais tel, ils disent ça une fois. La logique aurait voulu souhaiter que ces personnes soient interpellées. N'oublions pas que récemment, il y a une loi qui avait Et été la loi votée. camerounaise réprimande justement le tribalisme, il Voilà. faut le dire. C'est une loi qui avait été rajoutée, si je ne me trompe pas, en 2019, quelque chose comme ça, qui condamne les discours haineux. Bon, au niveau des réseaux sociaux, on dit, bon, ils sont en anonyme, d'accord. Mais là, à la télévision, la personne est là, connue de tous, mais on la laisse faire. À un moment donné, comment vous ne voulez pas que nous puissions comprendre que c'est un construit, un laisser-faire? Parce que c'est, expliquez-moi, parce que moi, je n'arrive pas à m'expliquer. Peut-être que vous avez une explication à me donner, je serais curieux de l'entendre. Comment on peut laisser quelqu'un sur les plateaux télé dire quelque chose aussi grave tous les jours et personne ne fait rien? Nous vivons certes ensemble, mais imaginez, vous avez cuisiné votre repas, vous l'avez terminé, il est délicieux, et chaque 5 minutes, vous rajoutez une pincée de sel, une pincée de sel. Au bout d'un moment, votre repas sera immangeable. Je ne sais pas si je me fais un peu comprendre par cette analogie, par, par cette métaphore. Donc, je vais dire que, OK, nous vivons ensemble, nous n'avons officiellement pas de problème. Mais si chaque jour, nous rajoutons les petites graines de tribalisme, les petites graines, au moment donné, nous allons nous retrouver dans une situation catastrophique. Et ici, j'aimerais attirer l'attention des uns et des autres Qu'est-ce pour que dire tu que, suggères dans ce cas, Ticharito? Tu suggères quoi? Est-ce que l'État devrait être plus ferme et sévir chaque fois qu'il y a mais une sortie, que ce soit dans les cette VK, j'ai médias ou envie sur de les dire réseaux que sociaux? c'est comme le sujet précédent, cette VK, ou alors c'est chacun qui va commencer à faire sa propre loi. J'ai envie de prendre un exemple que tout le monde, on l'a dit, je pense qu'on a essayé de voir les yeux, mais dans la région, il y a plusieurs fois dans la région du sud, je n'ai pas dit une fois, il dit plusieurs fois. Nous avons tous vécu des casses qui ont été ciblées. Nous le savons tous, nous l'avons vécu. Nous avons même vu des casses qui ont été encadrés par les forces de l'ordre. Vous le savez, on a vu des vidéos avec des personnes, avec des parlers. Vous le savez très bien. Nous avons tous vu la police encadrée. Personne n'a été interpellé. Vous avez vu en 2025, juste après les élections, les mêmes forces tirer sur les manifestants. Sur le coup de ce qui s'est passé, vous avez vu. Je ne dis pas que nous sommes tous là, nous passons du temps sur les réseaux sociaux. Nous avons vu. Peut-être qu'après, il y a eu des arrestations. Mais ces arrestations-là n'ont pas été divulguées. Donc, c'est des informations que je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y en a eu. Parce que s'il y en a eu, c'est bien que les journaux, que les médias puissent relayer ce type d'informations. Mais pour ces événements-là, je n'en ai pas eu. Pour les événements de l'autre jour, je pense qu'il y a eu des interpellations. On parlait de quelque chose comme 20 ou 30 personnes interpellées. Je ne sais pas si c'est effectif. Mais je veux dire que ces cas-là ont existé. Prenons cela en compte et tu me demandais quelle est donc la solution. La solution, c'est que l'État joue pleinement son rôle. Vous avez vu un jeune qui a fait un commentaire sur les réseaux sociaux. Quelques jours après, il a été interpellé. Au moment où nous parlons, il est toujours détenu. Ça veut donc dire que
la justice peut se saisir de ce genre d'affaires. Pourquoi certaines personnes qui diffusent ces messages de haine dans les réseaux sociaux ne sont pas interpellées? Première question. Deuxième question, pourquoi ces personnes-là qui passent dans les médias, pourquoi le média n'est pas interpellé? Pourquoi le présentateur n'est pas interpellé? Pourquoi la personne elle-même n'est pas interpellée? Ça, c'est la question que je pose. Maintenant, pour revenir à ta question, mais j'ai envie de dire, le fait que nous soyons multi-ethniques, normalement, ça doit être une richesse. C'est une richesse. Est-ce que vous n'êtes pas fiers d'assister au Ngondo, par exemple? Est-ce que nous ne sommes pas fiers de ça? Moi, je ne suis pas issu de ces régions, mais je suis fier de voir ça. De voir ces cérémonies qui se passent dans l'eau. Ça fait la fierté du Cameroun. Pour ceux qui connaissent un petit peu aussi dans la région de l'Ouest, il y a une festivité traditionnelle dans la ville de Bafoussam qu'on appelle le Nyang Nyang. C'est une danse traditionnelle dans cette région-là. Est-ce que ça ne fait pas la fierté du Cameroun? Donc, je vais dire tout ça. En fait, c'est le patrimoine immatériel parfois qui est enrichi quand on a plusieurs cultures. Tout simplement. C'est parce que, et c'est là où je peux, c'est pour ça que je parle encore une fois, pour moi, c'est quelque chose qui est voulu et qui est construit. Il y a quelqu'un qui l'a dit, que c'est construit. Mais je ne peux pas être en désaccord avec un tel propos. C'est factuel. C'est factuel. Nous avons un pays où chaque jour, tu as l'impression qu'on essaye de déconstruire ce qui avait été construit. À l'époque, quand les pères fondateurs se battaient à l'UPC, est-ce que quand on parle de Hossein Afana, de Ernest Ouandjé, de Ruben Unyobé, vous ne voyez pas que tout le monde est mélangé là-dedans pour un même combat? Mais aujourd'hui, on dit, toi, tu es de telle région, toi, tu es de telle autre. On essaie de stigmatiser les uns et les autres. Parce que c'est le pouvoir en place qui veut ça. Et les Camerounais, pas dans leur immense majorité, mais certains Camerounais, les extrémistes de tous bords, essayent de tirer cette fibre-là pour nous diviser. Et les émissions comme celle-ci doivent être là pour nous rappeler cela, qu'en fait, nous sommes un et indivisibles. Nous devons tous converger vers le même objectif. L'objectif, c'est lequel? C'est le développement de notre pays, tout simplement. Moi, je n'en ai rien à faire de savoir qui est à la tête du pays, tant qu'il me donne l'eau et l'électricité. Et tous les Camerounais doivent être dans cet état d'esprit. Or, on a fait comprendre à certains Camerounais que si le président de la République perd le pouvoir, c'est toute la région qui perd. Mais regardez la région en question. Est-ce qu'elle est mieux lotie que les autres régions du Cameroun? J'ai dit non. J'ai dit non. Donc, à un moment donné, il faut aussi que même les Camerounais eux-mêmes aussi se posent les bonnes questions. On ne va pas aussi continuer à nous infantiliser comme ça pendant. Ça a quand même assez duré. Ça fait plus de 40 ans. À un moment donné, sortons de cela. Les gens qui estiment que ici c'est le socle granitique du Cameroun, est-ce que le socle granitique du Cameroun est mieux loti en termes d'infrastructure, que ce soit routière, que ce soit d'éducation, que les autres régions? J'ai dit non. Donc, de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Concentrons-nous, s'il vous plaît, sur l'essentiel. Ça veut dire que ce serait à la jeune génération de pouvoir changer un peu les choses, de réagir différemment que ceux-là qui ont quand tu dis la jeune génération, tu parles de quelle génération? C'est nous autres, par exemple. Ce n'est pas attendre forcément de ceux-là qui bénéficient de quelque chose. Ah, voilà. La jeune génération, moi, je m'inclus dans la jeune génération. Ou bien, je m'inclus. C'est notre génération, à nous de faire d'abord ce travail. Nous devons faire ce travail. À mon époque, quand j'étais plus jeune, nous avions une matière qu'on enseignait, on appelait ça éducation civique. Je ne sais même plus si ça existe encore. William, je voudrais encore rebondir. On avait... oui, attends, je termine. D'accord, on va passer la parole à Sepiro juste après Kemoum pour terminer ce sujet. Kemoum, peut-être on va... Non, Ticharito, vas-y, finis. Non, il n'y a pas de souci. Je pense que j'ai été assez long. D'accord. Voilà. Non, c'est bon, tu as raison, vas-y. Merci bien. Kemoum, tu avais dit, après on va passer la parole à Sepiro sur le même sujet pour terminer. Oui, justement, tout à l'heure, j'ai entendu chacun a un chez soi. Je ne sais pas ce qu'on met dans un chez soi. Moi, par exemple, je suis Bafia, je suis né à Akono. Je vis depuis que j'ai le bac à Yaoundé. Et quand on me dit j'ai un chez soi, le chez soi là, c'est où? Et plein d'enfants. Peut-être on fait allusion à un village, peut-être, au fait que chacun se dit dans un village avant d'être. Aujourd'hui, plein d'enfants ont été complètement déconnectés de leur village
Ils ne savent même plus d'où venaient leurs parents au Cameroun où nous parlons aujourd'hui. Et justement, considérer que des gens ont des chez-soi et devaient se considérer en fonction de leur chez-soi remet totalement en cause même l'idée de la République. Et pourtant, on dit que nous sommes en République. Et il faut quand même avoir... Est-ce que dans ce cas, chacun n'est pas chez soi où il estime être à l'aise alors? Justement, chacun est chez soi partout où il se trouve. Si tu es à l'aise là-bas, ça veut dire que c'est le chez toi. C'est le chez moi, justement. Aujourd'hui, je me retrouve à Yaoundé, où je vis depuis 2018 ou 2008 où j'ai le bac. Je vais prétendre aujourd'hui aller, parce que je serai de Bafia, postuler à une fonction à Bafia où je serai issu pour prétendre être chez moi, et pourtant des réalités sur le terrain sont très loin de moi parce que je n'y vis pas. Ou je suis même très éloigné de là parce que ce serait là-bas le chez moi. Et justement, c'est ce langage-là que des gens essayent de tenir pour justifier l'imposture qu'il faut essayer d'arrêter au Cameroun. Ce qui doit prévaloir, ce sont des lois parce que nous sommes en République. Ça veut dire qu'on dit, voici comment est-ce que le Cameroun doit fonctionner et tout le monde devrait, n'est-ce pas, Qu'est-ce que vous appelez la République? Qu'est-ce que vous appelez République? Vous connaissez le sens même du mot République? Si vous voulez, je peux vous faire cours, cher monsieur, sur ce sens-là. Je peux vous faire cours dessus. Est-ce que vous connaissez d'où part la République, la naissance de la République? Je vous dis que je vous fais cours dessus si vous voulez. Si vous voulez qu'on parle de l'étymologie, de tout ce qui va avec. Oui, essayez un peu de me dire, à partir du concept d'Aristote, de la République, est-ce que vous connaissez comment la République part? La République part d'abord de deux concepts. Oui, parce que quand on parle de République et vouloir dire qu'il veut me critiquer, quand il faut quand même critiquer, il faut quand même avoir les ressources intellectuelles pour le faire. Et quand il faut savoir mobiliser... Voilà quelqu'un qui prétendait ne pas connaître, mais qui aujourd'hui peut m'affilier des ressources intellectuelles. Je ne sais même pas d'où je viens. Vous ne connaissez même pas quelle est ma capacité intellectuelle. Donc évitez ce jeu-là. Flavien, on va s'écouter d'abord les uns et les autres, s'il vous plaît. Une seule personne à la fois et l'autre répond après. Récital comme ça, des gens qui viennent réciter des concepts qu'ils ne comprennent même pas. Ils viennent d'Aristote, machin. On va laisser peut-être Flavien parler d'abord, Kémou. Williams, l'idée, quand on t'écoute. Le chez-soi, ça part d'abord d'un concept où nous tous d'abord, nous sommes originaires d'une terre. Et notre terre, nous tous, on s'est rencontrés, toi et moi, on ne s'est pas rencontrés dans ton village ni dans mon village. On s'est rencontrés à Yaoundé. Et cette terre et l'origine des peuples que nous sommes, que ce soit les Grassfields, que ce soit les Bantous, que ce soit les Étangs, ce sont d'abord des peuples immigrés qui sont issus des migrations. Donc, ça veut dire que le chez-soi, c'est quoi? C'est qu'on quitte de quelque part pour arriver dans une autre part, fonder une famille, fonder des clans, former des tribus, former maintenant une patrie. Et c'est de là où part le concept de république, où on doit confondre nos différences ethniques, tribales, nos appartenances pour former un. Et c'est de là où parle l'idée du léviathan et du contrat social. Il faut quand même que les gens soient cohérents quand ils utilisent des propos. Attendez un peu, s'il vous plaît. Je pense que dans le fond, vous dites exactement la même chose. Il a précédemment dit... Non, attends un peu. Il a même chose. Il a voulu dire... S'il vous plaît, les gars, attendez, s'il vous plaît, attendez. Je pense que fondamentalement, attendez, s'il vous plaît, fondamentalement, vous dites exactement la même chose. Kemoum dit, je suis originaire de quelque part, mais je suis venu à Yaoundé. J'y vis depuis très longtemps. Au nom de quoi? Donc, je me sens de là-bas. Voilà. Au nom de quoi, lors d'une élection, au lieu que je postule à Yaoundé, je vais aller plutôt à Bafia. Parce que, soi-disant, je viens de Bafia. Alors que depuis plus de 20 ans, je n'y vis pas. Je ne connais plus les réalités. Toi, maintenant, quand tu prends la parole, tu expliques que la République, c'est justement ça. Je sais que je pars de quelque part, mais là où je suis établi, j'y vis, je fonde une famille et j'essaye d'améliorer mon quotidien là où je vis. Donc, vous êtes exactement sur la même longueur. On va l'enterrer à Yaoundé. On va l'enterrer à Yaoundé. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, docteur. Bonsoir, docteur. Même s'il meurt et qu'on le ramène là où il est, ça ne veut pas dire que... Attendez, même s'il meurt et qu'on le ramène là où il est originaire, ça ne veut pas dire qu'il ne participe pas à l'effort du pays. Il faut qu'on avance. Pourquoi c'est contradictoire? S'il vous plaît.
On peut partir sur le concept de l'équilibre régional. Il faut maintenant partir sur le concept de l'équilibre régional. Il va partir, il sera, oui, permettez, je finis, je suis. Permettez-moi, s'il vous plaît. Moi, je ne pense pas que le fait d'avoir un chez-soi, il faut d'abord vous en tenir peut-être aux traditions. Moi, je ne pense pas que les musulmans qui meurent les ramènent chez eux. Donc, ne prenez pas ça de façon globale. Moi, je pense qu'on dit république, c'est la chose publique. C'est appartient à tout le monde. Moi, même si on va m'enterrer, je ne sais, d'ailleurs, moi, je ne sais pas d'où je suis parce que mes deux parents sont de 4 lieux. Ma femme est de 4 lieux, mes enfants, je ne sais pas d'où où situent mes enfants. Donc, arrêtons avec ce débat qui voudrait qu'on ait un chez-soi. Le Cameroun, c'est chez moi. Je n'ai pas un chez moi, homme, le Cameroun. Vous pensez que d'ici, dans 45 ans, 50 ans, mes enfants rentreront chez nous à l'est, où on a rasé toute la forêt, où on a coupé le prépuce, ça n'existe plus encore là-bas, ils ne rentreront plus jamais là-bas. Dans 50 ans, ils n'iront plus là-bas. Arrêtons avec le chez-soi, construire le Cameroun de demain. On arrive là, moi je suis chez moi, je suis à Douala, je suis chez moi. Moi j'ai mon bac à Bafang, ça fait 10 ans que je n'y suis pas allé. Je pense que quand j'irai, les jeunes que je vais trouver là, je vais leur parler de Bafang, ils ne me connaissent pas. Pourtant, je ne suis pas originaire de là. Donc, laissons cette théorie-là. Traversons les théories. Aristote a écrit à son époque. C'était l'époque d'Aristote. Ce n'est pas une question de théorie. Ce n'est pas une question de théorie, mon frère. Ce n'est pas une question de théorie. Lorsque vous partez voir les ministères, lorsque vous partez dans les ministères. Aujourd'hui, vous pouvez encore appeler quelqu'un un sujet. Non, le chez-soi, c'est un argument que j'utilise. Autant dans le temps, vous parlez d'Aristote, on appelle les sujets. Vous avez le droit de vivre de mort sur vous. Vous pensez qu'aujourd'hui, vous pouvez encore le faire. On doit avancer. Arrêtons de lire aussi les livres de 1700. C'est pire, peut-être pour avancer justement, sans te couper, et tu gardes la parole pour avancer justement. Est-ce que tu penses que c'est le fait qu'on ait des lois qui ne sont pas vraiment appliquées ou qui sont faibles, ou que c'est le laxisme de l'État qui fait que le tribalisme a encore autant de place au Cameroun? Parce que même dans nos différents propos, c'est rare que l'on soit avec autant de désaccords sur nos différents plateaux. Et justement, ça montre que le mal, il est assez profond. Est-ce que c'est peut-être le laxisme de l'État qui est la vraie cause? Le mal est profond. Et comme on dit, nous avons remis notre souveraineté. C'est nous qui l'avons. On a remis ça à ceux qui nous dirigent, de construire un environnement où on doit s'épanouir. Le tribalisme contre le Cameroun est un construit. C'est une ingénierie qui finance et à qui ça profite. Vous pensez que le monsieur qui va vous casser, il vous prend, je ne sais pas, où il vous tue, il vous vidéo que boutique, le lendemain, vous pensez qu'il a profité de quoi? Il va manger ça un jour, c'est fini. Vous pensez que demain, il n'y a plus la boutique. Puisque lui-même, il n'y a pas de boutique. Il ne connaît pas les canaux où s'approvisionner. Il commence à souffrir. Lui, c'est un construit qui finance Elimbi Lobe, par exemple. Un monsieur, comme je dis, il n'a pas d'emploi connu. Ils me disent. Il est chaque week-end à Yaoundé, sur un plateau où on lui envoie le script une semaine avant, il prépare ses réponses. Parce qu'on ne vient pas sur un plateau et on ne se pose pas les questions. Tout récemment, il est aux États-Unis. Qui paie le billet d'avion? Moi, je pose des questions. Qui donne le visa? Qui fait le passeport? Un pays où on dit on est. Ce n'est pas comme s'il a peut-être le droit de dire ce qu'il veut en tant que on est dans un pays à la liberté d'expression. Mais peut-être ce n'est pas juste encadré. La liberté d'expression, ce n'est pas le libertinage non plus. Vous le dites souvent. Je ne peux pas tout dire parce que vous me dites, bon, ok, c'est Pyro, exprimez-vous. Je ne peux pas tout dire. Je ne vais pas commencer à dire, ok, moi j'ai 2 minutes. Allez, je commence à dégainer. Qui finance et à qui ça profite? Puisque moi je vous dis, à l'heure où on vit, par exemple, à Douala, on n'a pas d'électricité, ce qui entraîne les coupures d'eau. On ne s'y penche pas. Pourquoi nous orienter vers quelque chose qui n'a rien à voir avec nous, le bas peuple? Pourquoi? On vous dit que les gens sont en train d'occuper les terres. Moi, j'étais dans la Djibamba. Ça appartient aux Chinois, aux Libanais et aux Vietnamiens. Mais on est passé. Arrêtons un peu avec ça. Parce que vous dites chez vous, là, demain, si un Libanais paye le chez vous, on ne va pas vous enterrer chez vous, monsieur. Il n'y a plus le chez nous au Cameroun. Il n'y en a plus. Il n'y a plus. On doit que chez nous partout. Ça vraiment, tenons-nous à ça. Moi, je suis chez moi partout. Ça veut dire que je suis là, moi, je ne dois pas vivre avec une cible dans le dos de peur qu'on me dise que non, monsieur, où vous habitez, à Béji,
Vous n'êtes pas chez vous. Vous savez que je marche une cible dans le dos. Oh, je veux que tranquille partout. Moi, si je me laisse un testament en disant que vous êtes mentir à l'ouest ou à l'est chez ma mère, vous ne pourrez pas, vous ne pouvez pas mes enfants ou qui sont de l'est, de l'ouest, littoral et boulot. Vous entrez mon fils où? Il n'y a pas le chez nous. Nous sommes partout chez nous. C'est la République. Ce qui s'est passé avant, c'était avant. C'est une théorie qui est dépassée. Sortons de ces concepts dépassés. Dépassés, comme je dis. Merci. En tout cas, je pense que c'est un sujet sur lequel on reviendra forcément et je sais, vu la ferveur avec laquelle vous êtes en train d'en parler, je pense qu'on va encore encadrer ce sujet-là et ne revenir que sur ça, sur une thématique précise. Avec je sais aussi, mesdames et messieurs, qu'on a beaucoup de choses à dire à ce sujet. On n'a pas forcément fini de parler de tribalisme au Cameroun. Malheureusement, on aurait aimé parler de tribalisme dans un sens positif en se disant, il y a des Camerounais qui se mettent ensemble, il y a des Camerounais qui construisent ensemble. Même juste pour faire une blague, hein, les Camerounais, bizarrement, quand ils veulent voler, là, le tribalisme n'a plus de place d'être. On va voir un Bamileke qui a volé avec quelqu'un du centre ou bien avec quelqu'un du nord. Ils se mettent ensemble. Il n'y a pas de problème en ce moment-là. On va parler d'autres choses dans cet enregistrement ce soir, 237 Stories. C'est la suite. Et on parlait enfin du troisième sujet. Et ça, ce sujet-là, vous le connaissez, mesdames et messieurs, ça parle de Issa Tiroma. Je me demande si on devrait zapper et parler plutôt du sujet qui concerne l'Afrique, mais on va parler d'Issa Tiroma. Et malheureusement, je crois que on va parler du quatrième sujet la prochaine fois. On va parler de la démission du gouvernement de Guinée équatoriale la prochaine fois. Et là, on va s'attarder vraiment sur Issa Tiroma. Et cette fois-ci, on a envie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en vienne à porter plainte au gouvernement camerounais, à plusieurs ministres notamment, après les élections d'octobre dernier, où on sait que désormais il est en exil du côté de la Gambie. Et dans ses différentes sorties, il a dit qu'il reviendrait uniquement quand ce sera possible. Bon, pour le moment, ce n'est pas encore possible, mais il a quand même la possibilité de porter plainte. Chicharito, j'ai envie de commencer par toi avant de passer la parole à Ismaël tout à l'heure, parce que ça fait aussi longtemps qu'il n'a pas pris la parole. Alors, Chicharito, Issa Tiroma qui porte plainte à Paris. Est-ce que ça veut dire que quelque part, bon, déjà, quelle est la première lecture que tu fais en tant que Camerounais de cette plainte-là? Est-ce que c'est un aveu d'impuissance par ailleurs de notre justice? Est-ce qu'il ne peut pas porter plainte au Cameroun pour ce qui s'est passé? Oui, c'est le cas. Avant d'arriver à cette question-là, je vais quand même faire une digression rapide, vraiment, concernant le précédent sujet. Bon, j'ai envie de dire que je ne suis pas totalement Ne d'accord. traite pas Non, trop, c'est pardon, rapide. parce qu'il ne faudrait pas encore Non, réveiller c'est les rapide, autres. c'est rapide. C'est rapide. Je ne Ouais. suis pas totalement d'accord avec Sepiro quand il dit que il faut oublier le chez nous. Non, non, on a quand même un chez soi. On vient quand même de quelque part. Et après, on vit aussi ailleurs. Je ne vois pas, il n'y a pas de problème à ce niveau. Le problème se situe au niveau où on dit rentre chez toi faire la politique. C'est là où moi je trouve qu'il y a un souci. Parce que le chez toi où on te renvoie, peut-être que tu n'y es plus allé depuis de nombreuses années et donc tu n'as peut-être plus la connaissance de cet endroit-là. Mais j'estime qu'on vient quand même de quelque part. Une fois que j'ai dit ça, pour totalement sortir de ce sujet, j'ai envie de dire que les Camerounais n'ont pas réellement un problème de vivre ensemble. J'estime qu'ils ont un problème de manger ensemble. Et quand tu as parlé tout à l'heure, avant de faire la transition sur ce sujet, quand tu parlais des personnes qui volent, ils se mettent tous ensemble pour voler, il n'y a pas de problème. J'ai envie de dire à mes frères qui nous écoutent et ceux avec qui nous sommes sur le panel, regardez nos dirigeants. Vous voyez qu'entre eux, là-bas, ils n'ont pas de problème de vivre ensemble. Vous voyez que toutes les tribus, toutes les Exactement. composantes sont représentées dans nos hautes sphères. Donc, nous avons juste un problème de manger ensemble. Travaillons à ce que cela soit fait. Maintenant, pour répondre à ta question sur la plainte à Paris, bon, honnêtement, je vais attendre de voir quelles seront les retombées parce que je ne sais pas encore pour quelles raisons ça a été fait et je ne sais pas quelle sera, comment je vais dire ça, quelle sera la plus-value, quelles sont les attentes derrière ces plaintes-là. Donc, c'est un sujet sur lequel je vais plutôt écouter d'abord mes compagnons. Peut-être qu'après, j'aurai
Voilà, quelque chose de plus à dire par rapport à ce sujet-là. Mais ce n'est pas un sujet qui m'a le plus passionné dans l'actualité. J'ai vu ça passer et je me suis dit, bon, j'attends de voir réellement qu'est-ce qui va en sortir de cette plainte-là. Alors, Ismaël, je te reviens parce que ça fait quand même un bon moment que tu n'as pas pris la parole. Est-ce que Issa Chiroma avait besoin d'internationaliser un peu son problème actuellement? C'est-à-dire, là, on a compris du côté du Cameroun, on ne parlait plus trop de lui, il ne faisait plus trop l'actualité. Est-ce qu'il avait ce besoin d'avoir un peu un regard, d'appeler un peu le regard international sur sa cause? Alors, concernant ce sujet, déjà, je t'avoue que c'est dans ton panel même que je prends connaissance de cette information. Parce que, comme tu l'as dit, l'épisode des élections s'est déjà passé. On a déjà tranché, les résultats sont là, on connaît déjà qui a été élu, et ainsi de suite. Voilà, c'est une page tournée. Bon, maintenant, est-ce qu'il a besoin de continuer ces agissements pour pouvoir exister? Moi, je dirais non. Je dirais non parce que, à mon avis, déposer une plainte à Paris, ça a un non-sens. Ça a un non-lieu. Pourquoi? Parce que euh, euh, les émissaires de ce pays dont il est en train d'adresser la peine, ils étaient représentés au palais lorsqu'on programmait les résultats. Alors, donc, je ne pense pas que cela soit nécessaire. Moi, par contre, ce que moi, j'aurais peut-être pu le suggérer, c'est que, voilà, il aurait dû Qu'il fasse peut-être appel avec s'attendre, lui. hein. Oui, qu'il aurait dû vraiment profiter. Voilà, ça ne servait à rien. Lui-même, si je pense que peut-être dans son petit coin, il s'est dit, voilà, peut-être il a été trompé par certaines forces qui le Il motivaient, aurait qui dû lui donnaient rester une ministre certaine peut-être impression. et s'en tenir à Il aurait, son parti non, FSNC. Il aurait dû non, rester ministre simplement. non, peut-être pas forcément rester ministre, hein. Il aurait Parce qu'on attendu, voit, Bello Bouba n'a patienté. pas eu de problème après sa démission. Voilà, ce qui est sûr, dans les résultats, il venait en deuxième posture. Il a tout simplement pu patienter, dit, bon, ça n'a pas été au présidentiel. Bon, il y a les prochaines échéances qui arrivent. Ce qui est sûr, son parti sera encore monté plus en puissance. Voilà, maintenant, au jour d'aujourd'hui, voilà, il se sent délaissé. Il essaie autant que possible de continuer à exister. Parce que je me dis, ça, c'est pouvoir exister sur la scène politique, mais malheureusement, plus le temps passe, voilà, plus il perd en aura, ainsi de suite. Donc, pour moi, je me dis, c'est un non-lieu, c'est un non-sens de pouvoir essayer de vouloir maintenir cette situation. Au contraire, moi, je suggérais à mon humble avis, qu'il essaye de faire machine arrière et voir dans quelle mesure, voilà, essayer d'avoir un certain climat apaisant sur la scène politique. C'est vrai que même comme on sait que, voilà, il y a du sang il y a du sang qui a été versé, de là, mais voilà, Il y aura forcément autant que des possible, trouver condamnations un qui vont moyen. suivre. Bon, voilà, c'est le prix, c'est le prix. Il a choisi cette voie, malheureusement, il y a eu des conséquences. Bon, maintenant, après, entre hommes politiques, toutes ces choses-là se négocient. Et puis, moi, je pense il serait mieux pour lui de réorienter, voilà, ses énergies vers autre chose, hein, que de perdurer dans ce sens. Ça, c'est mon avis. D'accord. D'accord. Alors, docteur Flavien, on a envie de comprendre un peu plus aussi par rapport à ce sujet-là. Est-ce que le fait de déporter la scène politique camerounaise vers Paris, pourquoi pas aller peut-être vers Londres? Pourquoi ne pas peut-être vers la Haye ou bien vers d'autres institutions internationales? Pourquoi forcément porter plainte plutôt du côté de Paris? Est-ce qu'a dit qu'il allait un peu vers le maître, entre guillemets, si on dirait, comme on aurait dit avant? J'ai suivi ta question, William. Et je pense aussi qu'un panéliste l'a dit que par cette plainte que M. Chiroma a eu à déporter, c'est qu'il voulait aussi exister politiquement. Ne pas pour donner l'impression qu'il est mort et que malgré le fait qu'il soit exilé, il peut toujours faire preuve qu'il existe. Et il faut quand même comprendre qu'il a une base électorale. Il est sorti quand même, il a eu un bon pourcentage lors des Deuxième. élections
élection présidentielle. Oui, j'insiste là-dessus. Deuxième. Donc, ça atteste quand même que il a quand même une voix qui porte. Il est le deuxième choix. S'il avérait peut-être, s'il s'avérait qu'on reprenait les élections présentement, je me dis peut-être qu'au-delà du stigmate qu'il a eu avec tout cela, il a quand même du crédit, il a du poids. Et toute la tension politique qui s'est accumulée autour de lui atteste du fait qu'il y a, même si on refuse d'accepter le fait qu'il y a un ce choix, il a quand même eu sa base électorale qui était chez lui, à Garoua. Et lorsqu'il y a eu des mouvements qui l'ont protégé, même si certains refusent d'accepter cette idée du ce choix. Bon, maintenant, aller déposer une plainte à l'Occident, moi, je pense que c'est un peu comme donner un coup d'épée dans la mer. Il y a des juridictions qui sont ici au pays. Et comme le président Paul Biya lui-même, il avait dit, le Cameroun est la chasse gardée des personnes. Comme c'est un message pour pouvoir dire aux Occidentaux que le problème du Cameroun, c'est déjà au Cameroun. Et l'erreur que nous commettons souvent, c'est pouvoir, c'est les exporter à l'extérieur. Déjà que les canaux dont il a eu et usé pour s'exiler restent encore assez flous. Mais nous savons tous que si le régime décide décider de faire en sorte qu'il ne sorte pas, il ne serait pas sorti. Mais s'il passe, ça veut dire qu'il a quand même bénéficié d'une sorte d'assouplissement du régime et ce sont des choses non négligeables. Porter plainte, certes, c'est bien, mais qu'est-ce que ces plaintes feront? On l'aurait peut-être déposé à la CPI. Et maintenant, il va falloir que la CPI vienne mener des enquêtes pour voir s'il y a eu crime contre l'humanité. Déposer plainte à Paris, c'est aussi une autre option. Mais sauf que cette plainte-là, le Cameroun et la France sont en odeur de sainteté. Et donc, on dit, nous sommes, le sacro-saint principe, c'est que les États, ils ont les intérêts. Avec tout ce que nous voyons, la percée de la Chine et de tout ce qui arrive de la Russie, la France ne voudrait pas encore se mettre un de ses alliés traditionnels, le Cameroun, à dos, pour venir gêner le régime en place d'un opposant. Opposant qui, par le passé, a d'abord travaillé pour le gouvernement. Donc, je pense que la lecture de cette plainte peut aller dans le sens où M. Chirom a lui aussi veut prouver que malgré le fait qu'il s'est mis à l'écart de la vie politique, il peut toujours revenir à tout moment à faire des apparitions sporadiques pour Mais essayer de est-ce qu'il peut avoir une montrer. réelle capacité de nuisance d'où il est? Est-ce qu'il peut avoir une réelle capacité de nuisance? Je ne pense pas. C'est discutable, mais je ne pense pas. Parce que la personne, lorsque je prends toujours le cas, par le cas du MRC, lorsque le MRC a commencé à prendre naissance en 2011, le MRC avait vraiment, comment pas, un vent de renouveau. Mais après les élections de 2018, est-ce que tu n'as pas constaté cette ingénierie que le régime a tout fait pour essayer de casser tous les piliers et rendre le MRC dans son dans un moindre périmètre de non-nuisance? C'est autant de choses. Écarter le leader, tuer la tête déjà fait en sorte qu'on essaye ainsi ça fait perdre le mouvement. Parce que lorsque vous allez dans la sociologie des mouvements, c'est d'abord les acteurs qui sont les actants de la mobilisation. Lorsque ces différents acteurs, les meneurs, les acteurs sont déjà pris, le mouvement aura du mal à poursuivre parce que ceux qui donnaient cette impulsion ne sont plus là. Le parti, il vit certes, mais depuis qu'il est parti, vous-même, vous savez, les Camerounais vivent beaucoup plus dans la crainte. C'est un peu ça pour dire, et sa capacité de nuisance, oui, quand elle est là à l'intérieur du pays, ça prouve quand même que oui, les gens sont autour de lui. Mais lorsqu'il est à l'extérieur, on va toujours regarder ça comme s'il est manipulé, parce que les Camerounais ont toujours, quoi qu'on dise, l'idée du ce soir, moi, je maintiens toujours cette idée comme étant un instrument qui nous lie à une terre. Les Camerounais diront qu'il parle à l'extérieur parce qu'il est guidé par les Français. Or, s'il était ici, peut-être que ce soit au Cameroun ou à Garoua, il aurait plus, cette plainte aurait quand même gagné beaucoup plus en autorité parce que lui, il mène le combat, il veut le changement. Moi, c'est ma lecture que j'essaie de poser. Mais là, mettre à l'extérieur, bon, c'est toujours une autre voie de juridiction, mais sauf que le Cameroun a tous ses pouvoirs. Comme on parlait ici de république à d'État, il y a ces trois pouvoirs, l'exécutif, le parlementaire, le judiciaire. Et le judiciaire est là pour résoudre ce type de contentieux. Aller le mettre à l'extérieur, ça signifie que il ne prend pas en compte les juridictions basées même au Cameroun. Et c'est ça un peu c'est là où le bas blesse.
lorsque vous êtes dans le gouvernement, surtout même que M. Chiroma a beaucoup soutenu le gouvernement, il a toujours, il a défendu de bec et once au gouvernement, mais on se rend compte qu'à la Il a été fin, le porte-parole quand même. Il a été le porte-parole quand il était ministre de la Communication. il a été le porte-parole. Et vous-même, vous savez, ça me rappelle toujours la fête du Ramadan de 2019, où à la télévision nationale, il avait dit que c'est le premier musulman. Le chef de l'État, c'est le premier musulman. Donc, lorsque vous essayez de voir cette déification que quelqu'un fait du président de la République, qui étant déjà catholique, mais est institué comme le premier musulman, ça signifie qu'il y a vraiment une forme de cohabitation idéologique entre lui et le président. Donc, cette fracture, cette rupture, il s'est retrouvé dans le camp. Je peux dire aussi que lui-même l'était. Et le repositionnement de M. Chiroma, en tant que deuxième candidat aux élections, tient lui aussi du fait qu'il a eu des soutiens. Peut-être des soutiens tacites pour le MRC ou peut-être certains acteurs du MRC qui voyaient en lui, ou certains membres de la société civile, ou le meilleur candidat ou celui qui se présentait comme la meilleure option. Parce qu'on se serait attendu que ce soit la montée en puissance de Cabral, mais que non. Mais si Chiroma est toujours sort deuxième, Cabral, qui était censé être comme le renouveau, revient un peu en derrière, ça pose vraiment ça pose une interrogation. Est-ce que nous, l'électorat camerounais qui est le plus jeune, qui peut encore voter certaines personnes qui sont, M. Chiroma, c'est 70 ans, M. Biya, c'est dans les 93 ans, et vous avez un M. Cabral Ligui qui sort dans les quarantaines. Ça prouve encore que je rentre toujours dans ce que je dis. Il y a un problème, un réel problème de culture politique. Et cette culture politique est attisée par les hommes politiques par cette forme d'ensauvagement. Donc, je dis, la plainte de M. Chiroma, je le réitère, elle aurait eu beaucoup plus de sens si elle avait été déposée ici. Il peut avoir un cabinet d'avocats à qui il constitue sa plainte, qui peuvent aller déposer. C'est un peu une autre option. Mais déposer en France, je pense vraiment que ce serait difficile que cela ait une forte portée, que cela ait des effets assez palpables sur nos institutions. D'accord, on va passer la parole à Sepiro avant de terminer avec Kemoun. J'ai vraiment un petit morceau pour Kemoun tout à l'heure. Alors, Sepiro, par rapport à cette plainte-là, est-ce que dans les faits, pour toi qui a un peu fait le droit, est-ce que dans les faits, ça peut passer, si je peux dire comme ça? Est-ce qu'on peut valider une plainte contre certaines personnalités camerounaises qui est déposée plutôt à Paris et non au Cameroun où ça devrait être, je me dis? CWK, merci de me passer la parole sur ce sujet. Je vais commencer, je vais parler dans le même sens que les deux premiers qui sont passés. Moi, je vais dire, pourquoi est-ce que Chiroma porte plainte et c'est quoi l'objet de la plainte? C'est par là que tout doit commencer, tout le débat doit commencer. Je pense que si on n'a pas ça, on va s'égarer. On va s'égarer et on va commencer à tirer un peu partout. On va aller où on sujet, mais on ne parle pas de l'essentiel. Soit porte plainte parce que au sortir des élections de 2025, il y a une répression féroce et brutale de la part du régime sur les militants du FSNC, mais aussi de tous ceux qui, quelque part, ont dit non, ce n'est pas la vérité des urnes. Deuxièmement, il y a eu des abus et des arrestations arbitraires. Et ça, je pense qu'elles ont eu lieu beaucoup dans le Nord, où plusieurs personnes qui ont été arrêtées dans le Nord ont été ramenées à Yaoundé. C'est-à-dire que ont été ramenées à Yaoundé. Heureusement, jusqu'à l'heure où on parle, il y a des détentions que M. Chiroma juge arbitraires. Je pense que toutes ces plaintes-là, tous ces motifs qui sous-tendent sa plainte ont été déposés devant les juridictions camerounaises. Elles ont été déposées et jusqu'à l'heure où on parle, mes compagnons disent que ça aurait eu plus d'impact s'il avait posé la plainte au Cameroun, mais il a une représentante qui s'appelle Maître Alice Com qui a déposé plainte au Cameroun et je ne pense pas que vous ressentez un poids. Donc, le Cameroun est un pays, en fait, ce régime est un pays qui n'aime pas que son image soit écornée à l'international. Et vous le savez très bien, que lorsqu'on touche ce pays à l'international, le régime réagit vite. Peut-être, sûrement, moi, étant juriste, si je rentre dans l'histoire des plaintes qui ont été déposées à Paris,
dans le même tribunal. Ça commence en 2012 avec M. Célestin Jamel. Il était encore en France quand ils avaient porté plainte pour l'affaire des biens mal acquis de Paul Biya. La plainte a été classée sans suite. Au sortir de l'élection de 2018, il y a le cabinet de maître Dimitri Amédée Touko. Je pense que c'est Respondere Avocatus, qui a déposé plainte à Paris pour les mêmes faits qu'on vit aujourd'hui. Il n'y a pas eu de suite. Donc, Thierry il va aussi. Au moins, il y a un écho. Parce que je sais, lorsqu'il y a l'écho, on se tourne. Ne pense pas que seulement il ne va pas forcément la présidentielle. Peut-être qu'il va se demander et regarder. Peut-être qu'il y a violation des droits de l'homme chez nous. Et je pense qu'un juge à Paris peut se saisir de ça. Et c'est façon de droit au Cameroun. Un avocat peut se saisir de ça. On ne va pas tous se plaindre quelqu'un pour qu'il rende justice, mais lui peut déclencher quelque chose à l'opposé. Mais que peut réellement faire Paris? Est-ce qu'on pourra peut-être dans ce cas interdire peut-être l'accès sur le sol français à certaines personnes qui sont désignées dans la plainte, ou on pourrait aller jusqu'à une arrestation peut-être par Interpol? Actuellement, moi je dirais que, parce que dans la plainte, il y a plusieurs personnalités. Ce n'est pas que le président de la République qui est cité dans cette plainte, c'est au moins Exactement. 20 Exactement. qui appartient à ce gouvernement. Lorsqu'il a porté plainte, il y a des enquêtes qui seront menées. Et je pense que ces enquêtes sont menées et que certains faits sont avérés, même si ils ne peuvent pas venir au Cameroun forcer de dire libérer tel, il peut avoir du lobbying qui se forme derrière. Donc, on peut commencer à interdire certains, vous n'avez plus le droit de passer sur le territoire français. Ou, je ne sais pas, vos avoirs ici, ce que vous avez gardé ici seront gelés. Oui, ça arrive. Donc, moi, je ne pense pas que on doit revenir encore parler de tout ce que vous avez dit, sur sa position, son influence, les choses passées. On ne tourne pas la page. Chaque fois qu'un homme sent qu'il a été victime d'une injustice, tant qu'il ne sent pas que la justice lui a été rendue, s'il continue de vivre avec cette injustice-là, il se sentira blessé. À vie, il porte un traumatisme. Donc, jusqu'à ce qu'il ait l'impression qu'il ait reçu justice, il se calmera. Il n'y a rien qui soit derrière lui. Parce que quand vous dites que c'est derrière lui, ceux qui sont en prison sont en prison parce que je ne sais pas, ils jouent au foot dans un terrain. Ils sont des prisonniers de l'élection 2025, monsieur. Ne bottez pas en touche très facilement et vous dites qu'il est rentré dans sa base, se cacher parce qu'il est chez lui. Comme toi, Yaoundé, il n'est pas rentré à Bam, il est resté à Yaoundé. Laissez-les chez soi, s'il vous plaît. Avançons dans notre débat. Ne faites pas de contorsions. Donc bon, je pense que les débats, on a changé les débats, on n'en est plus là. On a compris. Je réponds, comme il a touché, moi, je touche aussi, je traverse. Je ne fais pas tout un débat. Donc, je fais aussi une contorsion. Et pour rester dans le débat. Donc, je pense que du moment où Thierry sentira qu'il y a une injustice, en fait, tout le monde peut porter plainte, même pour rien. Que, ok, moi, mon voisin bavarde en bas, je vais porter plainte, même si je ne bavarde pas. Et votre plainte sera reçue, elle sera traitée. Maintenant, on peut dire qu'elle est recevable ou pas, mais vous portez plainte. Et prenez juste au Camerounais, dites pas que ça ne sert plus à rien à l'heure qu'il est, il n'est plus là, ça ne sert plus à rien. Non, ça sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose. D'accord. Chaque acte que nos politiques posent est calculé. Il est évalué avant de poser. Ça ne sert à rien, il ne porterait pas plainte. Merci. D'accord. D'accord, on va passer la parole tout naturellement et ce sera sans doute la dernière prise de parole à notre ami du MRC, Kemoun. Alors, Kemoun, c'est pas pour te taquiner la question. Ismaël, tu prends la parole aussi juste après Kemoun. Kemoun, il y a une question qui me fait un peu rire parce qu'il y a, je voyais sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui se disaient, mais qui est-ce qui va le défendre? Et on sait que le MRC a souvent un cortège d'avocats, aussi bien sur le plan national qu'à l'international. J'aimerais savoir, est-ce que il est possible, bien que le MSC ne soit pas associé au FSNC pendant les élections, est-ce qu'il est possible que les avocats du MSC, dans un souci peut-être républicain de pouvoir défendre le monsieur Tiroma, est-ce qu'il est possible que le MSC puisse envoyer des avocats pour assurer la défense de monsieur Tiroma dans ce cas? Bon, il faut déjà dire qu'au Cameroun, en dehors de Tiroma, les avocats que vous avez connus du collectif SOP sont ceux aujourd'hui qui suivent ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de la crise post-électorale de 2025. Donc, si on peut dire qu'on connaît un certain nombre de citoyens qui sont encore en prison, que ce soit à Bafoussam, que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé, que ce soit même au Nord, c'est parce que, n'est-ce pas, les avocats du collectif SOP
du MRC, n'est-ce pas, se sont impliqués parce qu'il faut défendre les droits de l'homme d'où que ça vienne. Donc, quand il y a un citoyen qui se sent en danger, qu'il vienne de quelque partie que ce soit et qu'on a en soi l'âme d'un être humain, n'est-ce pas, les avocats du MRC se mobilisent. En passant également, on n'a pas besoin des avocats du MRC. Je crois qu'il a assez de moyens pour pouvoir également se fournir un collectif d'avocats qui puisse, n'est-ce pas, défendre ses intérêts. On a vu, après la présidentielle, ce qu'il a mobilisé pour pouvoir défendre à l'international son élection. Donc aujourd'hui, quand certains essayent de faire croire que non, parce qu'il a été déclaré deuxième et qu'aujourd'hui, il continue à clamer sa victoire et qu'il serait plus sage pour lui de se casser et de faire passer l'injustice pour la justice parce que le plus fort aujourd'hui a imposé sa loi, je dis que c'est être un danger pour la société. Parce que vous savez, ce qui est aujourd'hui concédé comme étant la victoire du RDPC, du président de la République, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et moi qui ai suivi cette élection de bout en bout, je ne suis pas sûr aujourd'hui de pouvoir valider ce qui a été proclamé par le Conseil constitutionnel comme étant une victoire. Non, je suis du même avis et je crois que s'il continue de revendiquer, au Cameroun, pourquoi ça n'a pas été fait et pourquoi à l'extérieur, on a déjà le Conseil constitutionnel qui a tablé et quand le Conseil constitutionnel a tablé, on considère qu'il n'y a plus de recours. Maintenant, est-ce que c'est pour ça qu'il a porté plainte à l'extérieur? Non. Les faits pour l'extérieur sont bien connus. Il s'agit ici de violations des droits de l'homme, des tueries qui ont eu lieu après la présidentielle. Et il considère qu'aujourd'hui, ceux qui sont encore en prison ne devraient pas être abandonnés à eux-mêmes. Si au Cameroun, il n'est pas possible d'avoir justice, parce que bien entendu, la justice est aux ordres, il est bien question qu'on trouve d'autres moyens. On peut avoir des relents des souverainistes, des nationalistes pour dire que non, le Cameroun est indépendant, il n'est pas question que on porte plainte à l'extérieur, c'est peut-être légitime. Mais également, quand à l'intérieur, on ne se sent pas en sécurité par la justice qui peut être rendue, on n'en voudra pas à celui-là, n'est-ce pas, qui aujourd'hui ne peut pas citer au Cameroun en tant que citoyen parce qu'on connaît bien qu'il a dû s'exfiltrer, bien qu'on puisse attacher, je ne sais après l'autre théorie, dire qu'il a pu avoir des machins, bref. On connaît beaucoup qui ont quitté le Cameroun, qu'on a appelé à l'extérieur avec toutes ces autorités-là. À Tanganakuna, par exemple, il était pour le Nigeria et pourtant, il y avait tout derrière lui, un mandat d'arrêt et tout ce qui allait avec. Donc, s'il a pu le faire, ce n'est pas parce qu'il a été accompagné par l'administration. Il a eu ses routes parce que justement, étant de Garoua, ils ont des facilités. Beaucoup ont même des familles dans les deux frontières. Donc, il faut arrêter avec ces complots qu'on voit un peu partout. Et aujourd'hui, il est à l'extérieur. On a vu ce qui s'est passé avec le président Ekane. Peut-être que s'il était au Cameroun, l'ensauvagement qu'on a vécu, peut-être qu'il serait aussi victime d'une mort tragique comme celle-là. Et pour moi, il ne faut pas prendre ça avec autant de légèreté et penser que parce qu'on a été au gouvernement, alors on n'a pas le droit d'avoir une personnalité. Parce qu'on est tenu, j'ai même entendu que non, parce qu'il avait dit que Paul Biya est le premier musulman et pourtant il est catholique, alors c'est une déification. Je me demande bien ce qu'on met dans Dieu finalement. Parce que bien entendu, on sait que le président de la République est le premier de tout. Il est le premier sportif, il est le premier lecteur, il est le premier de tout. Alors pourquoi ne pas être le premier musulman aussi? Donc, aujourd'hui, on en est là, on a une plainte à l'extérieur. Est-ce qu'elle va prospérer? Attendons voir. Il n'y a pas grande chance que cela soit le cas, parce que quoi qu'il en soit, il y a une vérité. La France a ses intérêts au Cameroun et la France souhaiterait que, autant que faire se peut, le plus longtemps que possible, si le système en place est encore avec lui, alors étant une suzeraineté de la France, pourquoi pas maintenir le régime ad vitam aeternam tant que les intérêts sont préservés? C'est aussi ça les relations internationales. D'accord. On joue vraiment sur le temps, hein, on va passer une dernière la parole juste pour dire au revoir comme ça à tout le monde parce que là on a
joué vraiment sur le temps depuis le début et on va essayer de surfer sur cela. On n'a pas oublié la dernière thématique. Ismaël, une dernière prise de parole vraiment en quelques secondes et on dit au revoir à tout le monde, s'il te plaît. Alors, ok, ouais, merci pour me passer la parole pour cette dernière prise de parole. Alors, je voulais juste revenir sur les propos de Sepiro quand il disait, euh, voilà, depuis le début, il a commencé à dire certains Jamila pour avoir déposé une plainte depuis 2012. La question que moi je voulais renvoyer, c'est que, ok, c'est bien beau de déposer cette plainte, mais la finalité, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une suite? Point d'interrogation. Surtout quand je rejoins les propos du docteur qui dit, voilà, aujourd'hui, c'est un jeu de stratégie parce que quand vous venez vous déposer à la France, elle, première chose, c'est que, OK, au jour d'aujourd'hui, tout le monde regarde le Cabot comme une très charmante demoiselle. En vaut-il l'appel pour moi aujourd'hui de me mettre à dos le Cameroun? Non, étant donné que les relations sont beau-fils, on essaie de tirer au max possible. Donc, voilà, raison pour laquelle il va beau déposer sa plainte, mais il n'y aura forcément pas de prospérité. Peut-être encore, ça aurait été encore peut-être un peu plus intéressant si cela avait été déposé, par exemple, à la CPI. Et je voudrais revenir sur les propos de Joël en disant, voilà, où il dit que avoir été deuxième, il a le droit de revendiquer, ainsi de suite. Moi, je dirais, Isha Thiromo a été dans ce gouvernement, il sait comment est-ce que ça marche, il sait un peu comment ça fonctionne. À un moment donné, quand vous êtes un acteur politique, vous devez un peu mettre la stratégie devant. Parce que vous avez été dans cet environnement. En 2018, il y était. Il a contribué je peux dire, à brasser le MSC, le parti politique. Voilà. Aujourd'hui, il est aujourd'hui en tant qu'il vit ce que a vécu le président du MSC. Donc, c'est un jeu qu'il donne, il maîtrise parfaitement comment est-ce que cette maison fonctionne. Donc, moi, je pense, à un moment donné, parfois dans certains actes, il faut un peu y mettre un peu de stratégie. Moi, je pense pour ma part que ça aurait été plus intéressant pour lui, après ces élections, de dire, OK, bon, on me déclare deuxième, c'est-à-dire, c'est déjà très bien, avec un très bon forfait. Autant que possible, j'ai une formation, il y a des prochaines échéances qui arrivent, et d'essayer de maintenir le cap. Parce que, vous voyez, si le MSC, il sait que sa formation ne vaut rien, ça ne valait pas grand-chose. Permettez un peu, je finis. Personne même n'a pas une grande importance. D'accord. Oui, peut-être on va le laisser finir. Okay. Oui. Vraiment, en 30 secondes, pardon, là, le temps de conclure. Oui, Joël, vous voyez aujourd'hui, le MSC a débouté les autres élections. La conséquence a été quoi? Tous les mécanismes ont été mis en place pour vous fragiliser à ces prochaines élections. Et au jour d'aujourd'hui, vous vous êtes retrouvé dans des difficultés en 2025 à pouvoir vous présenter au présidentiel. Donc, à un moment donné, il faut un peu mettre un peu de stratégie. Il ne faut pas toujours penser que tout se règle à la hâte. Le Manidem qui a été repoussé, il devait participer aux élections. C'est pour ça que je dis que tout ça, c'était un mécanisme qui avait été mis en place. Si après 2018, voilà, vous avez accepté du fait que le MSC est parti aux élections, mais si on ne dévoute pas les législatives, on ne dévoute pas les municipales, si vous auriez eu des élus et ça aurait mis le parti, le pouvoir en difficulté, que bon, comment est-ce qu'on va bloquer encore ces gars-là? Donc, vous voyez qu'à un moment donné, il faut un peu mettre des stratégies. Le Manidem avait participé, avait eu des élus, mais pour autant, ils ont été déboutés. Donc, ça n'a rien à voir avec participer aux élections ou pas. Mais, alors, j'ai dit bien, vous connaissez bien comment la maison fonctionne. Avec votre accord, s'il vous plaît, voilà, on va mettre la clé sur le Comme je le disais tantôt, Sepiro, je te dis merci. J'ai envie de dire merci également à toi, Ismaël, pour ta première dans l'émission. Merci à toi, Kemoum, tu es un habitué. On sait déjà, c'est le MSC qui est sur le plateau. Merci surtout à Dr Flavien Babi, qui a fait la gentillesse d'être là. Merci à Elka qui a participé d'un bout à l'autre, même s'il n'ayant pas pris de parole. Merci à Uric qui était là à un moment de l'émission. Moi, je te dis merci pour une première expérience. Je pense que la prochaine fois, je vais venir plus préparé et un peu civiliser certaines personnes qui d'accord. Merci, merci. S'il vous plaît, je suis en train de conclure. Je dis merci également que vous jouez on va se titiller même après. Merci à toi également, Ticharito, pour ta présence. Et comme toujours, tu vas clôturer comme je le dis souvent. Merci à vous, messieurs, pour votre aimable attention. Aujourd'hui, nous parlions de société
injustice populaire et défaillance institutionnelle. 2 jeunes qui ont été vifs à Baloum. On a parlé également de discours tribaux et repli identitaires. Les Camerounais sont-ils tribalistes? Enfin, on a parlé du dernier sujet, Issa Tiroma, qui a porté plainte à Paris contre certaines personnalités. On se donne rendez-vous dans exactement 2 semaines. Ce sera sur www.237story.net. Ce sera également sur Spotify. Vous tapez tout simplement dans la barre de recherche 237 Story ou sur YouTube Podcast. Également, nous sommes sur Deezer et sur Amazon. C'est le même compte, 237 Story, et vous avez accès à tous nos contenus. C'était la fin de cet épisode 8 de la saison 4. Merci d'avoir participé. On se dit exactement rendez-vous dans 2 semaines pour un autre débat. Bye bye.